Le silence dans le bureau de Benoît Chevalier n'était pas une absence de bruit, mais une présence. C'était une construction méticuleuse, un mur de verre et d'acier poli qui surplombait Lyon depuis le dernier étage de la tour du groupe Chevalier sur les quais de la Saône. À 36 ans, Benoît incarnait ce silence, précis, impénétrable et totalement maître de son univers. Son monde était fait de chiffres clairs, de bilans équilibrés et de décisions stratégiques prises avec la froideur d'une lame. L'émotion était un passif, une variable incontrôlable qu'il avait appris à éliminer de l'équation de sa vie depuis bien longtemps, depuis le jour où le parfum des gardénias avait cessé d'embaumer la maison de son enfance. Ce matin-là, cependant, le silence était rompu, non par un son, mais par un document. Maître Valois, le notaire de la famille, un homme dont le costume gris semblait taillé dans le même marbre que les colonnes de son étude, était assis en face de lui. Son visage était une étude de neutralité professionnelle, mais ses yeux trahissaient une pointe d'inconfort. « Benoît », commença-t-il, sa voix posée résonnant étrangement dans l'immensité stérile du bureau. « J'ai été le notaire de votre grand-père, Antoine de Courcy, pendant 40 ans. Je dois vous dire que les dispositions qu'il a prises, elles sont spécifiques. » Benoît ajusta ses lunettes à monture fine. Il n'avait pas de temps pour les euphémismes. Son grand-père maternel, l'ancien diplomate, l'homme qui avait toujours préféré les stratégies byzantines aux confrontations directes, était décédé 3 semaines auparavant. Aujourd'hui, on lisait le testament qui déterminerait l'avenir du pôle hôtellerie et vignoble, la part la plus prestigieuse de l'empire chevalier, celle que son grand-père avait conservée sous son contrôle direct. « Spécifique comment, maître ?» demanda Benoît, son ton aussi tranchant qu'un coupe-papier en argent sur son bureau. « J'ai une réunion du conseil à 11 heures. » Maître Valois se racla la gorge et ouvrit le dossier relié de cuir. Il lut plusieurs clauses, concernant des legs à des œuvres de charité, des rentes pour d'anciens employés, puis il arriva au cœur du problème. Concernant ma participation majoritaire dans la société hôtelière de Courcy, qui contrôle les vignobles et les hôtels-boutiques, je la lègue à mon unique petit-fils, Benoît-Antoine Chevalier. Le notaire fit une pause, ce qui agaça Benoît. Et, à la condition suspensive qu'il soit légalement et dûment marié avant la fin de l'année fiscale en cours, soit dans exactement 6 mois. Benoît ne scia pas. Il resta parfaitement immobile, mais un point de tension commença à vibrer au niveau de sa tempe. C'était absurde, c'était médiéval, c'était surtout une perte de temps colossale. « Et s'il advient que cette condition n'est pas remplie, poursuivit le notaire, la voix plus basse, la totalité de ses parts sera liquidée et les fonds transférés à la Fondation de Courcy pour la préservation du patrimoine rural. » Le silence, cette fois, fut lourd, électrique. Benoît se leva lentement et se dirigea vers l'immense baie vitrée. Lyon s'étendait à ses pieds, une métropole affairée, moderne. Et là-haut, dans sa tour, il était pris au piège par une clause digne d'un conte de fées poussiéreux. « C'est une manipulation », dit-il, sa voix dangereusement calme. « Une tentative posthume de contrôler ma vie, comme il a toujours tenté de le faire. Votre grand-père était un homme de principe, Benoît. Il croyait en la continuité, en l'héritage. Il croyait au chantage, rétorqua Benoît. Il se retourna. Très bien, s'il me faut une épouse, il me faut une épouse. Je suppose qu'il n'a pas été assez sénile pour en désigner une. L'inconfort de maître Valois devint palpable. Il évita le regard de Benoît et consulta une autre page. En fait, si. Benoît sentit une vague de froid lui descendre le long de la colonne vertébrale. C'était pire qu'une manipulation, c'était un piège méticuleusement préparé. Votre grand-père a exprimé un souhait formel, soutenu par un codicille séparé, dit le notaire, choisissant ses mots avec une prudence infinie. L'union doit être contractée avec une personne spécifique qu'il estimait être la seule capable d'apporter l'équilibre nécessaire à la direction du groupe. Assez, maître. Le nom, maître Valois déglutit. Mademoiselle Élodie Laurent, 29 ans, résidant à Collonges-la-Rouge. Le nom flotta dans l'air sans aucune résonance. Laurent, Collonges-la-Rouge, un village pittoresque de Corrèze, bon pour les touristes, mais certainement pas le vivier de l'élite lyonnaise. « Je ne connais pas cette femme »,
dit Benoît, son mépris à peine voilé. Une parente éloignée, la fille d'un de ses amis diplomates? Pas exactement, dit le notaire, se recroquevillant presque. Mademoiselle Laurent est... Elle est la petite-fille de Marthe Laurent. Le sang de Benoît se glaça puis bouillit. Marthe Laurent, la gouvernante. La femme qui avait servi la famille Chevalier pendant plus de 40 ans, qui avait dirigé la maison d'une main de fer gantée de velours, qui avait pris soin de sa propre mère, Claire, jusqu'à la fin. L'insulte était totale. Ce n'était pas seulement un mariage arrangé, c'était une farce, une humiliation. Son grand-père ne voulait pas seulement le voir marié, il voulait le briser, l'humilier, en le liant à la petite-fille d'une domestique. « Une floriste !» ajouta maître Valois, comme si cela pouvait atténuer le choc. « Elle tient une petite boutique dans son village. » Benoît éclata d'un rire sec, dénué de toute joie. « Une floriste. Bien sûr, c'est parfait. C'est exactement le genre de sentimentalisme absurde dont Antoine était capable. » Il retourna à son bureau, non pas pour s'asseoir, mais pour s'appuyer dessus, ses mains à plat sur le bois laqué noir. Il sentait la rage monter, une émotion chaude et étrangère qu'il détestait. Il voyait déjà les titres de la presse économique, les ricanements de ses rivaux, le grand Benoît Chevalier, le requin de la finance, mis en laisse par le testament d'un vieil homme et forcé d'épouser une paysanne. « Les clauses sont-elles attaquables ?» demanda-t-il, reprenant déjà son masque professionnel. « J'ai passé les 3 dernières semaines à chercher une faille, Benoît. Il n'y en a aucune. Votre grand-père a travaillé sur ce document pendant des années avec une équipe d'avocats parisiens. C'est de l'acier trempé. Soit vous vous mariez avec mademoiselle Laurent, soit le pôle hôtellerie et vignobles est perdu. Pour vous et pour le groupe Chevalier. » Benoît resta silencieux un long moment. Il regarda la photo encadrée sur son bureau. Ce n'était pas une photo de famille. C'était une photo de sa première acquisition hostile, le bâtiment d'une entreprise rivale qu'il avait démantelé pièce par pièce. C'était son trophée. Il ne perdait jamais. L'empire que son père avait bâti et que lui avait modernisé ne serait pas déstabilisé par le caprice d'un mort. Si le prix à payer était de s'encombrer d'une femme, qu'il en soit ainsi. « Très bien, maître, » dit-il, sa voix redevenue le scalpel qu'elle était d'habitude. « Préparez les documents. Contactez cette mademoiselle Laurent. Organisez une rencontre. » « Une rencontre ? Un contrat, maître Valois. Puisque mon grand-père a transformé cet héritage en transaction commerciale, nous allons la traiter comme telle. Je vais acheter cette femme. Je l'installerai rue de l'Arbre Sec, nous ferons les apparitions publiques nécessaires, et une fois le contrôle des parts sécurisé, nous verrons. » Maître Valois se leva, visiblement soulagé que la tempête soit passée, même s'il semblait attristé par la tournure des événements. « Je m'en occupe immédiatement, Benoît. » « Une dernière chose, » dit Benoît, alors que le notaire atteignait la porte. « Oui, informez-la que je n'ai pas de temps à perdre. Je m'attends à ce que cette affaire soit conclue avec la même efficacité que n'importe quelle autre fusion-acquisition. » Le notaire hocha la tête et partit, laissant Benoît seul avec la vue imprenable et le goût amer de la défaite. Il se tourna vers la vitre. Il ne voyait plus Lyon. Il voyait le visage flou d'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, une floriste de village, une simplette sans doute éblouie par la perspective de l'argent des chevaliers. Il la détestait déjà. Il détestait sa simplicité présumée. Il détestait le piège dans lequel elle était l'appât. Et plus que tout, il détestait l'arme qu'elle représentait, pointée sur lui par la main de son propre grand-père. Élodie Laurent, ce n'était pas une personne. C'était un problème à gérer, et Benoît Chevalier était très doué pour gérer les problèmes. À 300 kilomètres au sud-ouest de la tour de Benoît, le monde n'était pas fait d'acier et de verre, mais de grès rouge et de rosiers grimpants. Collonges-la-Rouge se levait dans la campagne corrézienne, un village de contes de fées bâti dans une pierre si saturée de couleurs qu'elle semblait s'embraser à chaque lever de soleil. C'était un lieu de silence, non pas imposé, mais cultivé. Le silence des après-midi chauds, du vent dans les noyers et de la terre qui travaille. Au cœur de la rue principale pavée, une petite échoppe se distinguait par son auvent de toile rayée, légèrement décoloré par le temps, le jardin d'Élodie.
À l'intérieur, l'air était frais et lourd du parfum complexe de la vie végétale, la senteur poivrée des œillets de poète, l'odeur terreuse de la mousse de chêne et la douceur poudrée des pivoines qui s'ouvraient dans un seau en zinc. Élodie Laurent, 29 ans, se tenait derrière le comptoir en bois brut, ses mains non manucurées mais soignées, avec un peu de terre sous l'ongle, s'affairant à créer un bouquet pour Madame Pagnol, l'institutrice du village. Élodie ne ressemblait en rien à l'image que s'en faisait Benoît. Elle n'était ni une intrigante, ni une simplette. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon désordonné d'où s'échappaient des mèches rebelles. Ses yeux, d'un vert forêt, possédaient une clarté attentive, une habitude d'observer les choses en détail, la façon dont une feuille captait la lumière, le moment exact où un bouton de rose décidait de s'ouvrir. Elle portait un tablier de lin bleu-gris, taché de pollen, sur une robe simple. Elle fredonnait doucement en liant le bouquet avec un ruban de raffia, mais son attention était ailleurs. À sa gauche, sur le comptoir, à côté d'un exemplaire usé des Fleurs du mal de Baudelaire, se trouvait une pile de factures, une pile menaçante et grise qui contrastait violemment avec les couleurs de la boutique. La pandémie avait été brutale. Les mariages annulés, les fêtes reportées, les touristes disparus. Le jardin d'Élodie, hérité de ses parents, était son cœur, son encre, et il était en train de couler. Le tintement de la clochette au-dessus de la porte la fit sursauter. Elle leva les yeux, s'attendant à voir Madame Pagnol. Mais ce fut un homme en costume sombre, à la mine grave, qui se tenait sur le seuil, semblant terriblement déplacé parmi les seaux de fleurs sauvages. « Mademoiselle Élodie Laurent ?» demanda-t-il, sa voix portant l'intonation précise de Paris, si différente de l'accent chantant de la Corrèze. « C'est moi », dit-elle, essuyant ses mains sur son tablier, un vague sentiment d'inquiétude lui serrant la poitrine. Les hommes en costume n'apportaient jamais de bonnes nouvelles, soit des banquiers, soit des huissiers. L'homme entra, tenant une mallette de cuir. « Je suis maître Valois, le notaire de la famille de Courcy, et de la famille Chevalier. » Le nom Chevalier fit immédiatement écho. C'était le nom que sa grand-mère, Marthe, avait prononcé toute sa vie avec un mélange de respect intense et de loyauté indéfectible. Marthe, qui vivait maintenant dans une petite maison de retraite confortable à Brive, ses vieux jours assurés grâce à la générosité d'Antoine de Courcy. « Ma grand-mère, il lui est arrivé quelque chose ?» demanda Élodie, sa première pensée allant à Marthe. « Non, non, rassurez-vous, » dit poliment le notaire. « Marthe se porte aussi bien que possible. Je suis ici pour une affaire concernant le testament de feu Monsieur Antoine de Courcy. » Élodie fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Je n'ai jamais rencontré Monsieur de Courcy. Il vous connaissait, ou du moins, il savait qui vous étiez. Votre grand-mère parlait souvent de vous. » Maître Valois semblait chercher ses mots, observant l'environnement simple de la boutique avec une curiosité non dissimulée. « Mademoiselle, ce que j'ai à vous dire est peu orthodoxe. » Il lui expliqua la situation. Il parla de Lyon, du groupe Chevalier, de l'héritage et enfin de la clause. Élodie l'écouta sans l'interrompre. Elle ne rougit pas. Elle ne s'évanouit pas. Elle resta immobile, ses mains maintenant jointes sur le comptoir en bois. Quand il eut fini, un long silence s'installa, seulement troublé par le bourdonnement d'une abeille entrée par la porte ouverte. « Vous me demandez, dit-elle enfin, sa voix basse mais parfaitement stable, d'épouser un homme que je n'ai jamais vu, pour qu'il puisse hériter d'une fortune ? Pour être précis, corrigea le notaire, pour qu'il puisse assumer le contrôle de son héritage, oui. Et pourquoi moi? Parce que ma grand-mère était leur gouvernante. Suis-je une sorte de dette d'honneur? Il y avait une pointe d'acier dans sa voix qui surprit Valois. Monsieur de Courcy, vous voyez comme une personne authentique, loin des intrigues de leur monde. Il pensait que je serais facile à manipuler, que vous seriez une bonne influence, dit doucement maître Valois. Il sortit alors une enveloppe de sa mallette. Il y a aussi, bien sûr, une compensation substantielle. Un accord prénuptial qui vous garantirait une indépendance financière à vie, que l'union dure ou non. Élodie regarda l'enveloppe, puis la pile de factures à côté d'elle. L'indépendance financière.
la fin des nuits blanches, à se demander comment elle allait payer le fournisseur d'engrais ou le loyer de la boutique qui était aussi sa maison. Elle secoua la tête, non pas en refus, mais en incrédulité. Et cet homme, Benoît Chevalier, il accepte cela. Il accepte d'épouser une inconnue, une floriste. Le mot « floriste » avait été craché par Benoît comme une insulte. Élodie le prononça comme un fait, comme un titre de noblesse. « Monsieur Chevalier comprend la nécessité de la situation », dit diplomatiquement le notaire. Élodie sentit une bouffée de colère, froide et pure. La nécessité, comme on répare une canalisation. Elle imagina cet homme, ce PDG puissant, la considérant comme une simple formalité, une signature en bas d'un contrat. L'arrogance de ce monde lui donna la nausée. Son premier instinct fut de renvoyer ce notaire digne dans son monde gris et de retourner à ses fleurs. Mais ensuite, son regard tomba à nouveau sur les factures, et elle pensa à Marthe. Sa grand-mère avait tout sacrifié pour elle après la mort de ses parents. Elle lui avait donné l'amour des livres, le respect du travail bien fait. Et M. de Courcy, bien qu'étranger pour elle, avait été le bienfaiteur silencieux de sa grand-mère. C'était un nœud complexe de dette, non pas d'argent, mais de loyauté. Sauver la boutique de ses parents. Honorer le souhait de l'homme qui avait pris soin de sa grand-mère. C'était un marché de dupes, mais c'était le seul marché qu'elle avait. Elle se redressa, effaçant toute trace d'hésitation de son visage. Elle possédait la force tranquille de ceux qui ont l'habitude de plier sans jamais rompre. « Je n'ai pas besoin d'une compensation à vie, maître, » dit-elle, surprenant une nouvelle fois le notaire. « Je n'ai aucun désir de faire partie de la fortune des chevaliers. »« Alors, vous refusez ?»« Non, je veux dire que mes conditions sont différentes. » Elle prit un stylo et retourna une des enveloppes menaçantes. « La boutique de mes parents. Elle est lourdement endettée. Je veux que ses dettes soient effacées. Je veux que l'acte de propriété soit sécurisé. C'est une somme dérisoire pour Monsieur Chevalier, mademoiselle. C'est tout ce que je demande, dit-elle fermement. Je n'abandonnerai pas mon héritage pour le sien. Je le sauve. Je ne veux rien d'autre de lui, ni son nom de façon permanente, ni son argent. C'est un contrat de 6 mois pour lui. Ce sera pareil pour moi. Elle le regarda droit dans les yeux. Et une autre chose. Il ne doit jamais, jamais faire preuve de mépris envers ma grand-mère ou le service qu'elle a rendu à sa famille. Jamais. Maître Valois, qui avait négocié des fusions hostiles et des divorces milliardaires, sentit pour la première fois de la journée qu'il avait affaire à la partie la plus forte. Cette jeune femme n'était pas un agneau. J'accepte les termes de ce testament. Non pas pour Monsieur Chevalier, mais pour ma famille, conclut-elle. Elle tendit la main et prit le bouquet destiné à Madame Pagnol, vérifiant une dernière fois le ruban. « Quand dois-je être à Lyon ?» demanda-t-elle, son ton devenant pratique. « Demain. Une voiture viendra vous chercher. »« Bien. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, maître, dit-elle avec un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. J'ai un bouquet à livrer et des factures à classer. Pour la dernière fois. » Le notaire la salua et sortit de la boutique, secouant la tête, se demandant si le vieux Antoine de Courcy avait su exactement la petite bombe à retardement qu'il venait de placer au cœur de l'Empire chevalier. Élodie resta immobile un instant. Puis elle alla dans l'arrière-boutique. Elle ouvrit une vieille valise en cuir qui sentait la lavande. Elle ne prit pas de robe de soirée. Elle prit ses vêtements de tous les jours, son tablier de lin propre et son exemplaire de Baudelaire. Elle n'allait pas à Lyon pour un mariage. Elle y allait pour un siège. La rue de l'Arbre Sec n'était pas une rue, c'était une déclaration. Située dans la presqu'île de Lyon, à quelques pas de la place des terreaux, elle respirait une histoire d'opulence discrète, où les façades Renaissance abritaient des cours secrètes et des appartements modernisés à des coûts astronomiques. L'immeuble de Benoît était le plus austère, un bloc de pierre de taille du XIXe siècle dont l'intérieur avait été entièrement vidé et réimaginé par un architecte milanais en vogue. Le résultat était un triplex au sommet, un chef-d'œuvre de minimalisme froid. La voiture avait déposé Élodie et sa seule valise en cuir devant l'immense porte cochère. Il n'y avait personne pour l'accueillir, hormis un chauffeur silencieux qui avait géré son bagage et un concierge qui avait vérifié son nom sur une liste
avant de lui indiquer l'ascenseur privé. Quand les portes métalliques s'ouvrirent directement dans le penthouse, le choc fut total. Ce n'était pas la taille qui la frappa, mais le vide. L'appartement était un immense espace ouvert de marbre blanc, de verre et de métal brossé. Le mobilier, rare et anguleux, semblait flotter sur le sol poli comme un miroir. Tout était gris, noir ou blanc. Il n'y avait pas un livre hors de sa place, pas un coussin dérangé, pas une trace de vie. Les seules touches de couleur provenaient de l'extérieur. Le ciel de Lyon, encadré par des baies vitrées de 6 mètres de haut, et la vue sur la colline de Fourvière, qui semblait, de là, une simple carte postale. Benoît se tenait près de ses fenêtres, un téléphone à l'oreille, tournant le dos à l'ascenseur. Il ne se retourna pas. Il leva simplement une main pour lui intimer de patienter, tout en continuant sa conversation en anglais. Sa voix, un hachoir de chiffres et d'ordres. Élodie resta immobile sur le seuil de l'ascenseur, sa valise à ses pieds. Elle se sentit comme une fleur sauvage qu'on aurait tenté de transplanter dans un vase de glace. Elle observa la pièce. Il y avait bien des plantes, de grands végétaux tropicaux, architecturaux, placés dans des pots design. Elle remarqua immédiatement que l'un d'eux, un Ficus lyrata, était en train de mourir. Ses feuilles pendaient tristement, jaunies par un arrosage incorrect. Finalement, il raccrocha et se retourna. Il la dévisagea comme on inspecte un achat non désiré. Benoît Chevalier était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et plus fatigué. Son costume était impeccable, mais il y avait une tension dans sa mâchoire, et une froideur dans ses yeux gris acier, qui surpassaient celle du marbre sous ses pieds. « Mademoiselle Laurent, » dit-il. Ce n'était pas une salutation, c'était une simple constatation. « Monsieur Chevalier, » répondit-elle, sa voix stable. « Bien, je suppose que Maître Valois vous a expliqué la logistique. » Il se dirigea vers un comptoir de cuisine qui ressemblait davantage à un laboratoire. Il prit une tablette. « Vous occuperez l'aile est. C'est... » Il vérifia l'écran. « 150 mètres carrés. J'espère que cela sera suffisant pour vos besoins. Vos affaires y ont déjà été transférées. »« Je n'ai qu'une valise, » dit Élodie en la désignant. « Et elle est là. » Il leva les yeux de sa tablette, visiblement agacé par ce détail inutile. « Peu importe. Votre présence ici est contractuelle. Elle doit être discrète. Madame Perret, la gouvernante, viendra vous voir pour vos repas et l'intendance. Je pars à 6 heures du matin. Je rentre rarement avant 22 heures. Il est peu probable que nous nous voyions, ce qui, j'en suis sûr, nous conviendra à tous les deux. » Il y avait un mépris si flagrant dans sa voix, une certitude si absolue qu'elle était là pour l'argent, qu'Élodie sentit le besoin de redresser la tête. « Cela me convient parfaitement, » dit-elle. « Je n'ai aucune intention de troubler votre... » Elle regarda autour d'elle. « Votre ordre. » Il plissa légèrement les yeux, surpris par l'absence de soumission ou d'excitation dans sa voix. Il s'attendait à de la mièvrerie, à une tentative de le séduire, ou du moins à un émerveillement béat devant sa richesse. Il n'obtint rien de tout cela. Le mariage civil aura lieu vendredi à la mairie du 2e arrondissement, discrètement. Maître Valois s'occupe de tout. D'ici là, je vous prie de ne pas explorer. Votre vie privée reste la vôtre, mais tant que vous êtes sous ce toit, vous représentez un investissement. Ne le compromettez pas. » Sur ces mots, il prit sa mallette et se dirigea vers l'ascenseur sans un regard en arrière. Les portes se refermèrent sur lui, la laissant seule dans le silence assourdissant du penthouse. Les premiers jours s'installèrent dans une routine glaciale. Comme il l'avait prédit, elle ne le voyait pas. Elle entendait parfois l'ascenseur s'ouvrir tard dans la nuit, ou le son étouffé de sa voix passant un appel avant l'aube. L'appartement était un mausolée luxueux. Madame Perret, la gouvernante, était une femme efficace mais tendue, qui semblait la traiter avec une suspicion polie, comme une anomalie qu'elle ne savait où classer. Élodie passa son temps dans sa suite. Celle-ci était aussi impersonnelle que le reste, mais elle avait au moins un accès à un morceau du gigantesque toit-terrasse. C'est là qu'elle trouva son seul réconfort. La terrasse était un désert de pierres grises et de mobilier d'extérieur inconfortable, agrémenté de quelques bacs où des bambous et des graminées luttant pour leur survie. Elle commença par là.
N'ayant rien d'autre à faire, elle mit son tablier de lin bleu par-dessus son jean. Elle trouva un local technique avec des outils de jardinage, chers, mais à peine utilisés. Avec une patience méthodique, elle commença à s'occuper des plantes. Elle tailla le bois mort, rempota le ficus lirata mourant qu'elle avait vu dans le salon, l'apportant sur la terrasse pour lui donner de l'air, diagnostiquant une asphyxie des racines. Elle passa des heures à genoux, les mains enfin dans la terre, même si ce n'était que du terreau stérile en sac. Un soir, Benoît rentra plus tôt que prévu. La bourse avait été clémente, une acquisition finalisée. Il était inhabituellement détendu, jusqu'à ce qu'il entre dans le salon. La première chose qu'il remarqua fut l'odeur. Une odeur subtile, fraîche et terreuse avait remplacé le parfum chimique aseptisé habituel. Puis il la vit. Elle était sur la terrasse, à la lumière du crépuscule. À genoux, le dos tourné, elle était en train de diviser une touffe de graminées dans un grand bac en acier. Elle portait ce tablier ridicule. Il resta immobile, l'observant. Elle n'était pas censée être là. Elle était censée rester dans sa chambre, commander des vêtements chers sur Internet et compter les jours avant de toucher son argent. Elle n'était pas censée faire quelque chose, surtout pas quelque chose d'aussi sale. Elle se leva, s'étirant le dos, et se retourna, le surprenant en train de la fixer. Elle ne parut ni honteuse ni effrayée. « Bonsoir », dit-elle simplement, en essuyant la terre de ses mains sur son tablier. Benoît sentit une irritation irrationnelle monter. Elle avait perturbé son espace. Elle avait amené son odeur de terre dans son monde de verre. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. « Il y a du personnel payé pour s'occuper de ça. » Élodie regarda les plantes qu'elle venait de sauver. « Le personnel payé ne sait pas ce qu'il fait, » dit-elle calmement. Ces plantes étaient en train de mourir de soif. Et celle-ci, elle désigna le ficus, mourait d'un excès d'eau. C'est un équilibre. Il s'approcha de la baie vitrée, son reflet se superposant à sa silhouette sur la terrasse. « Je n'ai pas besoin d'une jardinière, mademoiselle Laurent. J'ai besoin que vous respectiez les termes de notre accord. La discrétion. S'occuper de choses vivantes n'est pas une indiscrétion, » répliqua-t-elle. Elle rentra à l'intérieur, s'arrêtant à une distance respectueuse de lui, mais sans baisser les yeux. Elle sentait le terreau et la chlorophylle. « Je ne peux pas rester sans rien faire. Je ne suis pas une plante décorative, monsieur. Je ne vais pas rester dans un coin en attendant qu'on m'arrose. » Il fut frappé par la comparaison. C'était exactement ce qu'il attendait d'elle. « Votre passion pour la botanique est notée, » dit-il, son sarcasme dégoulinant. « J'espère que vous vous habituez au luxe avec la même ferveur. C'est ce pourquoi vous êtes venu. » C'était l'attaque, directe, cruelle. Il s'attendait à des larmes, à une justification cupide. Élodie le regarda, et pour la première fois, il vit la clarté de ses yeux verts, une clarté sans peur. « Le luxe ne m'intéresse pas, monsieur Chevalier, » dit-elle, sa voix basse. « Je suis ici pour la même raison que vous. Un contrat que nous n'avons ni l'un ni l'autre désiré. Je sauve mon héritage, vous sauvez le vôtre. » Elle fit un pas vers sa chambre, puis s'arrêta. « La seule différence, » ajouta-t-elle sans le regarder, « c'est que je n'ai eu besoin de mépriser personne pour signer le mien. » Elle disparut dans le couloir, le laissant seul dans le salon, immense et silencieux. L'odeur de la terre flottait toujours dans l'air. Benoît Chevalier, l'homme qui n'était jamais déstabilisé, se servit un whisky. Il était furieux, pas contre elle, contre le fait que, pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi répondre. Le jour du mariage arriva, drapé d'un ciel gris de novembre qui semblait avoir aspiré toutes les couleurs de Lyon. C'était un vendredi. Pour Benoît, cela signifiait la clôture des marchés européens, une journée de haute tension financière. Le fait qu'il doive y insérer une cérémonie nuptiale était pour lui le comble de l'inefficacité. La cérémonie eut lieu à 14 heures précises, à la mairie du 2e arrondissement, dans un petit salon privé réservé aux formalités rapides. Il n'y avait pas d'invités, pas de fleurs, ironiquement, à l'exception du motif défraîchi sur la moquette administrative. Les seuls témoins étaient Maître Valois, le visage aussi neutre qu'un document juridique, et l'assistante personnelle de Benoît, qui avait l'air de vouloir vérifier ses emails. Benoît portait son costume de travail habituel, un Loro Piana gris anthracite.
Élodie avait mis la seule robe qu'elle possédait, qui n'était pas en lin ou en coton brut, une simple robe en crêpe de soie vert forêt, celle qu'elle réservait autrefois aux baptêmes et aux grandes occasions de Collonges. Ses cheveux étaient simplement lâchés. Elle n'avait pas de bouquet. Quand l'adjoint au maire, lisant son texte d'un ton monocorde, leur demanda de consentir, Benoît dit « oui » d'une voix si nette et si dénuée d'émotion qu'elle aurait pu conclure une transaction boursière. Quand ce fut le tour d'Élodie, un silence d'une seconde s'étira. Elle regarda, non pas l'homme à côté d'elle, mais un point sur le bureau en acajou, comme pour y puiser une force invisible. « Oui », dit-elle, sa voix plus basse, mais tout aussi ferme. L'échange des alliances fut le moment le plus surréaliste. Benoît avait fourni les deux. De simples anneaux de platine, choisis par son assistante, probablement commandés en ligne. Ils étaient froids. En lui passant l'anneau, les doigts d'Élodie, marqués par le jardinage et non par les manucures, effleurèrent sa peau. Ce fut comme le contact de deux pôles électriques de charge contraire. Il retira sa main dès que ce fut légalement possible. 5 minutes plus tard, ils étaient sur le parvis, officiellement monsieur et madame Chevalier. La pluie fine avait commencé à tomber. « Félicitations, madame Chevalier », dit Benoît, le titre sonnant comme une ironie mordante dans sa bouche, alors que la voiture avec chauffeur s'arrêtait devant eux. L'acte est accompli. Élodie se contenta de hocher la tête, remontant le col de son manteau. Elle monta dans la voiture sans un mot. Le trajet de retour vers l'appartement de la rue de l'Arbre Sec fut d'un silence absolu. Benoît s'attendait à quelque chose. Des larmes de joie contenues. Une demande pour une carte de crédit, une question sur un dîner de célébration. Elle ne dit rien. Elle regardait la pluie strier les vitres, son reflet pâle la fixant en retour. Arrivé au penthouse, il se tourna vers elle alors qu'elle ôtait son manteau. « Bien, j'ai une vidéoconférence avec Hong Kong. Madame Perret a vos instructions si vous souhaitez commander quelque chose. Je n'ai besoin de rien, dit-elle. Bon courage pour votre réunion. » Elle se dirigea vers sa chambre. Il la regarda partir, déconcertée. Elle venait d'épouser l'un des hommes les plus riches de France et elle agissait comme s'il s'agissait d'un simple rendez-vous chez le dentiste. Les jours suivants s'installèrent dans une nouvelle normalité étrange. C'était leur premier week-end en tant que couple marié. Benoît s'enferma dans son bureau, travaillant sur les projections du prochain trimestre. Il supposait qu'elle ferait de même, enfermée dans sa suite, passant des heures sur des sites de luxe. Le dimanche matin, il fut réveillé plus tôt que d'habitude, non par son alarme, mais par une odeur. Ce n'était pas l'odeur stérile de l'appartement. Ce n'était pas non plus le parfum chimique du service de nettoyage. C'était une odeur riche, profonde et réconfortante, du café fraîchement moulu. Il se leva, agacé. Madame Perret ne venait pas le dimanche, et il avait une machine à capsules high-tech qu'il utilisait à peine. Il enfila un pantalon de survêtement et un t-shirt, ses cheveux sombres et bourriffés, et sortit de sa chambre, les yeux plissés. L'arôme le guida vers la cuisine ouverte. Il n'y avait personne. Mais sur le plan de travail en marbre, il y avait une cafetière à piston, un objet presque antique à ses yeux, et un sachet de grains de café ouvert provenant d'un petit torréfacteur local qu'il ne connaissait même pas. Puis, il entendit un léger bruit sur la terrasse. Il s'approcha. La baie vitrée était entr'ouverte. Le froid de novembre entrait, mais il était mélangé à l'odeur de terre mouillée et de café. Il ouvrit la porte. Élodie était là. Le soleil se levait à peine, jetant une lumière rose et dorée sur la colline de Fourvière. Elle était assise en tailleur sur un simple tapis de jardinage, vêtue d'un gros pull en laine et de son tablier de lin. Elle ne regardait pas la vue imprenable sur la ville, la vue pour laquelle il avait payé une fortune. Elle était penchée sur un bac en acier où elle avait planté des élébores, des roses de Noël qui commençaient à fleurir en dépit du froid. Elle tenait un grand mug fumant à 2 mains. À côté d'elle se trouvait son exemplaire usé de Baudelaire. Elle ne sembla pas l'entendre. Elle était complètement absorbée, touchant délicatement un pétale blanc. Benoît resta sur le seuil, un intrus dans son propre penthouse. La terrasse avait changé. Ce n'était plus un désert gris. En 2 semaines, elle l'avait transformé.
Le ficus lyrata était de retour dans le salon, ses feuilles d'un vert lustré. Ici, sur la terrasse, il y avait des dizaines de pots, de bacs, de jardinières, des pensées d'hiver, des bruyères, des graminées qui dansaient dans le vent, et même un petit érable du Japon, dont les feuilles rouges sang défiaient la grisaille du béton. Elle avait créé une oasis de vie au milieu de sa forteresse stérile. « Vous êtes matinale, dit-il, sa voix rauque du matin brisant le silence. Elle sursauta légèrement et se retourna. Ses joues étaient roses à cause du froid, mais ses yeux étaient vifs. « Les fleurs le sont aussi, répondit-elle. Elles n'attendent pas le week-end. » Elle prit une gorgée de son mug. Il entra sur la terrasse, se sentant mal à l'aise dans ses propres vêtements de nuit. Il désigna la cafetière. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Je l'ai acheté, » dit-elle. « J'aime moudre mon café. L'odeur me rappelle le matin. Je l'ai payé avec mon propre argent, ne vous inquiétez pas, » ajouta-t-elle, anticipant sa suspicion. Il ignora la pique. Il regardait autour de lui. « Vous avez beaucoup travaillé ici. »« J'aime travailler, » dit-elle. Et cet endroit en avait besoin. Il était en train de s'étouffer. Elle parlait des plantes, mais il sentit que la remarque était plus profonde. Il s'approcha du parapet, regardant la ville s'éveiller. Il avait toujours vu cette vue comme une conquête. Un tableau de son pouvoir. Elle se leva et vint se tenir à quelques mètres de lui, son mug réchauffant ses mains. « C'est étrange, » dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. « De si haut, on ne voit pas les gens, on ne voit que les bâtiments. Les gens sont sans importance, » dit-il par réflexe. « Ce sont les structures qui comptent, les fondations. » Elle le regarda et il vit une lueur de tristesse, ou peut-être de pitié, dans ses yeux verts. « Vous avez tort, » dit-elle doucement. « Les fondations n'ont aucune importance si rien ne pousse dessus. » Elle but son café, le regard perdu dans le lever de soleil, le laissant méditer sur cette pensée. Benoît se sentit à nouveau désarçonné. Il avait épousé une fleuriste pour sauver son empire, et il commençait à soupçonner que c'était elle qui avait le contrôle de la situation. Elle n'était pas impressionnée par sa richesse, elle n'était pas intimidée par sa froideur. Elle se contentait de planter des fleurs dans son désert et de boire son café, comme s'il n'était qu'un détail mineur dans son paysage. Et cela, plus que tout, commençait à l'intriguer. Le premier test public de leur union ne tarda pas. Il arriva sous la forme d'une carte d'invitation épaisse, comme du carton, gaufrée de l'emblème du groupe Chevalier, une vigne entrelacée autour d'une clé d'autel, le gala annuel de la Fondation Chevalier. L'événement caritatif le plus important de l'année à Lyon, un ballet de pouvoir, d'argent et de vanité, où chaque sourire était un investissement et chaque poignée de main, un contrat. Benoît l'annonça à Élodie un mardi soir, la seule fois de la semaine où leurs horaires s'étaient croisés avant minuit. Il la trouva dans le grand salon, non pas en train de regarder l'immense écran mural, mais assise sur le sol, près du ficus lyrata, maintenant sauvé, un sécateur à la main, inspectant une nouvelle pousse. « Le gala de la Fondation est samedi, » dit-il sans préambule. « C'est l'événement majeur de notre calendrier social. Votre présence est, évidemment, obligatoire. » Elle leva les yeux de la plante, sa concentration se déplaçant lentement de la feuille à son visage. « Un gala, » répéta-t-elle. Le mot semblait étranger dans sa bouche. Très bien. Il s'attendait à de l'excitation, ou du moins à de l'anxiété. Il n'obtint qu'une acceptation neutre. Cela l'agaça. « Vous ne comprenez pas, » insista-t-il, s'approchant. Il détestait devoir expliquer l'évidence. « Tout le monde sera là, la presse économique, nos investisseurs, nos concurrents, l'aristocratie lyonnaise. Vous êtes maintenant... » Il marqua une pause, le mot lui écorchant la gorge. « Madame Chevalier, vous ne pouvez pas arriver habillée comme... » Il fit un geste vague vers son pull en laine. « Comme une fleuriste ?» termina-t-elle, sans une once d'amertume. « Comme une personne qui n'a pas compris l'enjeu ?» rétorqua-t-il. « Une styliste viendra demain à 14 heures. Elle s'occupera de tout. Votre seule tâche sera de vous tenir à mon bras, de sourire et de ne parler à personne d'affaires. Et, s'il vous plaît, évitez de mentionner Collonges-la-Rouge. » Élodie se releva lentement, posant son sécateur.
Elle se tint droite, sa dignité lui servant d'armure. « Je comprends parfaitement, Benoît. Vous n'avez pas besoin d'une épouse. Vous avez besoin d'un accessoire à la hauteur de votre costume. Je jouerai le rôle. » Elle le laissa de nouveau sans voix. Il se sentit soudain grossier, ce qui redoubla sa colère. « Assurez-vous simplement de bien le jouer, » lança-t-il avant de se retirer dans son bureau. Le samedi soir, le Penthouse fut envahi par une armée de professionnels. Coiffeurs, maquilleurs et la styliste. Une femme nerveuse qui appelait Élodie Madame avec une révérence presque craintive. Benoît, ajustant ses propres boutons de manchette en onyx, attendait près de l'ascenseur, s'attendant au désastre. Puis elle apparut. Le mot « transformation » n'était pas le bon. C'était une révélation. La styliste, avec un flair de génie, n'avait pas essayé de la déguiser en une poupée de luxe. Elle avait choisi une robe qui semblait être le prolongement de sa personnalité. C'était une création de soie lourde, d'un vert forêt si profond qu'il en était presque noir, qui tombait en un drapé simple et parfait. La coupe était modeste mais d'une élégance absolue, laissant ses épaules nues. Ses cheveux châtains n'étaient pas torturés en un chignon compliqué, mais relevés en une coiffure souple, d'où s'échappaient quelques mèches, comme si elle revenait d'un jardin balayé par le vent. Le maquillage ne faisait que souligner l'éclat de ses yeux. Elle ne portait qu'un seul bijou, que Benoît ne reconnut pas. Ce n'était pas la parure de diamant que la styliste avait proposée. C'était un simple pendentif en argent vieilli, une fleur de lys stylisée, suspendue à une chaîne fine. Il ne put s'empêcher de la dévisager. Il n'éprouva pas de désir. Il éprouva quelque chose de bien plus déstabilisant, de la confusion. Elle était magnifique, mais elle était toujours elle-même. Le luxe ne l'avait pas absorbée, elle le portait avec la même indifférence que son tablier de lin. « Cela conviendra, » dit-il, sa voix plus rauque que prévu. « C'est un joli costume, » dit-elle en regardant la soie, mais il gratte un peu à la taille. Sur le trajet, dans la berline silencieuse, il lui réitéra ses instructions. « Restez près de moi, laissez-moi parler. Si quelqu'un vous pose une question directe, soyez brève. »« Oui, Benoît, » dit-elle, regardant les lumières de la ville défiler sur son visage impassible. Le gala se tenait à l'Hôtel-Dieu, un chef-d'œuvre d'architecture que le groupe Chevalier avait aidé à restaurer. L'air vibrait de conversations feutrées, du tintement des coupes de champagne et d'un orchestre à cordes. Dès leur entrée, ils furent assaillis par les flashs. Benoît posa une main possessive et directive au creux de son dos. Il la sentit se raidir sous son contact, mais son visage resta d'une sérénité parfaite. Pendant la première heure, il fut agréablement surpris. Elle était parfaite, silencieuse, souriante. Elle tenait son verre d'eau et hochait la tête au bon moment. Une présence élégante et totalement vide. Il la présenta à des banquiers, à des politiciens, à des rivaux. Tous la regardaient avec admiration, puis, voyant son silence, la classaient comme une jolie trouvaille et retournaient à leur conversation avec Benoît. Il était satisfait. Elle remplissait son rôle d'accessoire à la perfection. Puis, il la perdit. Un important investisseur de Dubaï l'avait attiré dans un coin pour parler d'un nouveau projet hôtelier. Quand il se retourna, 20 minutes plus tard, Élodie avait disparu de son flanc. Une vague de panique froide, purement professionnelle, le saisit. Il s'excusa et commença à la chercher des yeux dans la foule scintillante. Il la chercha près des buffets opulents, près des femmes aux parures étincelantes. Il la trouva enfin. Elle n'était pas du tout là où il l'attendait. Elle était dans une alcôve plus calme, près des portes menant aux cuisines, loin du centre du pouvoir. Et elle n'était pas seule. Elle parlait avec une femme âgée, frêle, assise dans un fauteuil roulant, que la plupart des invités ignoraient avec soin. C'était la tante Geneviève Chevalier, la sœur de son père, une femme qui avait toujours vécu dans l'ombre de la famille. Passionnée d'horticulture et largement considérée comme excentrique, Benoît s'approcha, agacé. Elle perdait son temps avec la seule personne de la pièce qui n'avait aucune influence. Mais en s'approchant, il s'arrêta. Sa tante Geneviève, qui souriait rarement, était en train de rire, un rire authentique qui secouait ses épaules frêles. Élodie était penchée vers elle, son visage animé par une lueur qu'il n'avait jamais vue. Elle ne souriait pas poliment. Elle écoutait avec une intensité qui semblait absorber chaque mot de la vieille dame.
Et donc, le souvenir de la malmaison est impossible à faire pousser ici. Trop humide, disait la tante Geneviève en tapotant la main d'Élodie. Mais vous comprenez cela, n'est-ce pas? Vous avez les mains pour ça? J'ai toujours préféré les roses anciennes aux hybrides modernes, répondit Élodie, sa voix chaude. Elles ont plus de parfum, plus d'histoire. Benoît, s'exclama Geneviève en l'apercevant, ne restez pas planté là comme un piquet. Venez, votre femme est la première personne sensée que vous m'ayez présentée depuis votre pauvre mère. Le nom de sa mère, Claire, prononcé dans ce contexte, frappa Benoît comme un coup. Il avait à peine connu cette femme, décédée quand il était jeune, et la famille l'évoquait rarement. « Tante, dit-il, tentant de rester poli. Élodie, nous devons rejoindre nos invités. »« Oh, fichez le camp avec vos invités, » dit Geneviève. « Je parlais de Rose avec Élodie. Elle est la seule ici qui sait ce qu'est un véritable jardin. Savez-vous, Benoît, qu'elle connaît le nom de la rose que votre mère avait créée? La Claire de Lyon ?» Benoît se figea. Il regarda Élodie. Il ne savait pas qu'il existait une rose de ce nom. Il ne savait rien du jardin de sa mère. Élodie le regarda, et pour la première fois, il n'y avait pas de défi dans ses yeux, mais une profonde et inexplicable tristesse. « Les choses que l'on oublie ne meurent pas forcément, » dit-elle doucement à la vieille dame. Parfois, elles attendent juste que quelqu'un vienne s'occuper d'elles. Elle se leva, réajusta la soie de sa robe et se tourna vers Benoît. « Je suis prête, » dit-elle, reprenant son rôle d'accessoire. Mais Benoît ne la voyait plus de la même façon. Elle n'était plus un vase vide. Elle était une boîte fermée à clé, et il venait d'entendre, pour la première fois, le son de quelque chose qui bougeait à l'intérieur. Le trajet retour de l'Hôtel-Dieu se fit dans un silence plus lourd que celui de l'allée. Ce n'était plus un silence froid de pure convenance, il était désormais chargé de questions non posées, tendues comme la corde d'un violon. Benoît, assis à l'opposé d'Élodie dans l'obscurité de la berline, ne regardait pas son téléphone. Il la regardait. Il observait la façon dont la soie vert sombre de la robe captait les lumières de la ville, et comment, sous cette parure de luxe, elle semblait déjà s'être retirée. Elle s'était démaquillée dans les toilettes du gala avant de partir. Un acte de défi silencieux que personne d'autre n'avait remarqué. Son visage, à nouveau nu, était tourné vers la vitre, et il vit dans le reflet le simple pendentif en argent qu'elle portait. Il n'avait rien d'un bijou de valeur. Il était usé, presque ancien. Claire de Lyon, le nom de la rose, le nom de sa mère. Comment cette femme, sortie d'un village de Corrèze, pouvait-elle connaître un détail de sa vie familiale que lui-même ignorait? Il avait toujours associé sa mère à une image lointaine, éthérée, un portrait sur la cheminée, une odeur de gardénia et un sentiment de perte qu'il avait depuis longtemps classé comme une faiblesse. Tante Geneviève avait tort. Cette femme ne pouvait pas la connaître. C'était une coïncidence. Un détail lu dans un magazine d'horticulture. Elle était, après tout, une floriste. Mais son instinct, cet outil affûté qui lui avait fait gagner des millions, lui disait que ce n'était pas une coïncidence. C'était une pièce du puzzle qui ne s'emboîtait nulle part. Ils arrivèrent au penthouse. L'ascenseur s'ouvrit sur le silence habituel. « Vous avez bien joué votre rôle ce soir, » dit-il, sa voix neutre, alors qu'il retirait ses boutons de manchette. C'était un test. Il voulait voir si elle allait mentionner Geneviève. Élodie défit la fermeture éclair de sa robe, le tissu glissant avec un sifflement. « C'était le contrat, » répondit-elle, sa voix fatiguée. Elle passa la porte de sa chambre. « Bonne nuit, Benoît. » Il resta immobile. Elle ne lui avait donné aucune prise. Elle n'avait pas plastronné, n'avait pas utilisé cette connexion inattendue avec sa tante pour quémander de l'intimité. Elle l'avait simplement rangée, comme elle rangeait ses outils de jardinage. Cette nuit-là, Benoît ne dormit pas. Le travail sur Hong Kong attendait sur son ordinateur, mais son esprit refusait de s'y plonger. Il était agité, non par la colère, mais par un sentiment nouveau et profondément désagréable, la curiosité. Il se leva vers 3 heures du matin. L'appartement était baigné d'une lumière bleue lunaire, filtrée par les immenses baies vitrées. Il traversa le salon, vérifiant instinctivement les plantes qu'elle avait sauvées. Elles prospéraient.
Il se servit un verre d'eau dans la cuisine silencieuse, mais l'agitation persistait. Il se dirigea alors vers une partie de l'appartement qu'il n'utilisait jamais. Au fond d'un couloir, derrière une double porte en chêne massif qu'il avait toujours gardée fermée, se trouvait la bibliothèque. C'était la seule pièce qu'il n'avait pas fait moderniser. Elle était restée telle qu'elle était à l'époque de son père et probablement de son grand-père avant lui. L'air y était différent, plus lourd, chargé de l'odeur de cuir ancien, de cire d'abeille et de papier. C'était un sanctuaire de la vieille famille Chevalier et il n'y avait jamais trouvé sa place. Il poussa la porte. La lumière de la ville n'atteignait pas cet endroit. Il alluma une petite lampe de bureau en laiton qui révéla des étagères montant jusqu'au plafond, remplies de reliures sombres. Et il la vit. Elle n'était pas dans sa chambre. Elle était là, assise, non pas sur un fauteuil, mais sur le sol, les genoux ramenés contre sa poitrine, vêtue d'un simple pyjama de coton et de son gros pull de laine. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Elle tenait un livre ouvert sur ses genoux, mais elle ne le lisait pas. Elle regardait le mur opposé, où était accroché le seul portrait à l'huile de sa mère qu'il n'avait pas remisé à la cave. Claire de Courcy, à 20 ans, peinte dans un jardin, souriant d'un air absent. La surprise de la trouver là fut si vive qu'il parla plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « Que faites-vous ici ?» Élodie sursauta violemment, fermant le livre dans un bruit sourd de papier. Elle se leva d'un bond, l'air coupable d'une enfant prise en faute. « Pardon, je n'arrivais pas à dormir, dit-elle, sa voix basse. La porte était ouverte. Cette pièce est privée, dit-il, s'avançant dans la lumière de la lampe. Ses yeux se posèrent sur le livre qu'elle tenait. Je sais, j'aime l'odeur des vieux livres, murmura-t-elle, l'air de chercher une excuse. Je vais y retourner. Quel est ce livre ? Demanda-t-il, son instinct de prédateur prenant le dessus. Il avait vu une femme silencieuse. Il voyait maintenant une clandestine. Elle le lui tendit, presque à contre-cœur. Il ne le prit pas, mais lut le titre sur la tranche en cuir abîmé. Le jardin secret des dames, traité d'horticulture sentimentale. Ce n'était pas un livre de la bibliothèque principale. C'était un vieil ouvrage, presque un journal. Vous cherchiez des conseils de jardinage à 3 heures du matin ? Railla-t-il. Non, dit-elle, et sa voix reprit soudain sa force tranquille. Je cherchais quelque chose. Elle reposa le livre sur l'étagère d'où elle l'avait pris. Elle s'apprêtait à partir, à lui échapper encore une fois. La rose laissa-t-il tomber dans le silence. Elle se figea, le dos tourné. Claire de Lyon, insista-t-il, s'approchant. C'est ce que vous cherchiez, n'est-ce pas ? Comment connaissez-vous ce nom ? Élodie se tourna lentement. Dans la pénombre, ses yeux verts semblaient immenses, et pour la première fois, il y vit une lueur de défi mêlée à une douleur profonde. « Vous vivez dans cet appartement immense, dit-elle, sa voix vibrant d'une émotion contenue. Vous possédez des vignobles et des hôtels, et vous ne savez même pas que votre mère aimait les roses. Le mépris n'était plus de son côté, il était dans le sien. C'est une information que vous avez trouvée où ? Sur Internet ? Non, dit-elle. Elle fit un pas vers lui, oubliant sa timidité. Elle n'est dans aucun livre. Alors comment ? C'est elle qui me l'a dit, lâcha-t-elle. Le silence qui suivit fut total, assourdissant. Benoît sentit le sol se dérober. Sa mère, Claire, morte quand il avait 9 ans. Vous, il secoua la tête, cherchant à se défaire de l'absurdité. Vous êtes folle. Vous n'avez jamais rencontré ma mère. Elle est morte il y a 27 ans. Élodie le regarda, et les larmes qu'elle retenait n'étaient pas pour lui, mais pour un souvenir qu'il ne pouvait pas partager. « Si, je l'ai rencontrée, dit-elle. Je suis la petite fille de Marthe Laurent, monsieur Chevalier. J'ai grandi dans les jardins du domaine Chevalier, pendant que ma grand-mère s'occupait de vous dans la grande maison. Vous ne m'avez jamais vu, mais votre mère, elle me voyait. Elle passa devant lui, le laissant pétrifié au milieu de la bibliothèque. Il attrapa le livre qu'elle avait reposé. Ce n'était pas un livre de la bibliothèque. Il l'ouvrit. Ce n'était pas un traité. C'était un journal intime. L'écriture élégante et penchée de sa mère, Claire, remplissait les pages, et glissait entre 2 pages une fleur séchée, un simple myosotis, et dessous, écrit de la main de sa mère, « Pour Élodie,
ma petite joie secrète, qu'elle n'oublie pas. Le silence qui s'abattit sur la bibliothèque était plus profond que celui de la nuit, plus lourd que le cuir des 1000 livres qui les entouraient. Le temps semblait s'être contracté autour des 3 mots d'Élodie. Elle me voyait. Benoît resta pétrifié, le journal de sa mère toujours ouvert dans sa main. Le myosotis séché, d'un bleu fantomatique, reposait sur la page, fragile témoin d'un temps aboli. Pour Élodie, ma petite joie secrète, son esprit, cet instrument d'une logique implacable, cet ordinateur qui traitait des milliards d'euros, des acquisitions hostiles et des projections à 10 ans, s'arrêta net. Il ne pouvait pas traiter cette donnée. Sa première réaction fut le déni. Un déni violent, total, qui lui monta à la gorge comme un acide. C'est un mensonge. Sa voix était un sifflement bas, dangereux. Il lâcha le journal sur le bureau en acajou, comme s'il était empoisonné. C'est une manipulation. C'est la chose la plus obscène que j'ai jamais entendue. Il se tourna vers elle, ses yeux gris acier réduits à des fentes. Vous osez utiliser le nom de ma mère. Pourquoi? Pour m'attendrir? Pour sécuriser votre place ici? Vous avez fouillé. Vous avez trouvé ce journal et vous avez inventé cette fable grotesque. Il s'attendait à ce qu'elle recule, qu'elle pleure, qu'elle s'effondre. Élodie ne bougea pas d'un centimètre. Les larmes qui avaient perlé au coin de ses yeux s'étaient arrêtées, séchées par une colère froide qui lui était bien plus familière. La colère de celle qui a été invisible toute sa vie. « Je n'ai pas besoin d'inventer », dit-elle, sa voix si basse qu'il dut se pencher pour l'entendre, mais si chargée d'intensité qu'elle vibrait dans l'air immobile. « Je n'ai pas fouillé. Je savais que ce journal était là. Je l'ai vu l'écrire. Tais-vous » gronda-t-il, faisant un pas vers elle. « Non » répliqua-t-elle, levant la tête. Le pendentif en argent sur sa poitrine capta la lueur de la lampe. Vous vous cachez derrière votre pouvoir et votre argent depuis si longtemps que vous ne savez même plus ce qui est réel. Vous ne l'avez jamais vu, n'est-ce pas? Vous étiez un enfant, oui, mais vous étiez l'enfant de la grande maison. Vous étiez déjà en train de devenir ça. Elle désigna d'un geste vague le bureau, l'appartement, la tour qu'il représentait. Et vous? Ricana-t-il. Vous étiez quoi? La petite paysanne qui lui apportait des fleurs? J'étais la petite fille de Marthe, dit-elle, sa fierté intacte. J'habitais la maison du gardien, au fond du parc. Je n'avais pas le droit de m'approcher du château. J'étais une souris, mais votre mère, elle s'ennuyait. Le mot le frappa. L'ennui. Pas la maladie, pas la tristesse. L'ennui. Elle était seule, continua Élodie, sa voix s'adoucissant légèrement, comme si elle ne parlait plus à Benoît, mais au portrait sur le mur. Votre père était toujours en voyage. Votre grand-père la traitait comme une porcelaine délicate. Et vous étiez déjà à l'école, en pension, je ne sais plus. Elle marchait dans le parc, surtout dans la vieille roseraie, celle qui était abandonnée. C'est là que je l'ai rencontrée. Benoît sentit sa respiration se bloquer. La vieille roseraie. Il s'en souvenait à peine. Un endroit envahi par les ronces, que son père avait fait raser après sa mort. Je cueillais des myosotis, murmura Élodie. Elle s'est approchée, elle m'a demandé comment je m'appelais. J'étais terrifié, j'ai cru que Marthe serait renvoyée, mais elle s'est assise sur le banc de pierre et elle m'a souri. Elle m'a dit « Tu aimes les fleurs qui n'ont pas besoin qu'on les aide ?» Elle regarda Benoît, droit dans les yeux. Nous nous sommes vus en secret pendant 3 mois. Tous les jours, c'était l'été avant la fin, je lui apportais des fleurs des champs, elle m'apprenait les noms des roses. La Claire de Lion, c'est elle qui l'avait baptisée. Elle disait que c'était une rose têtue, qui refusait de fleurir quand on la regardait, mais qui s'ouvrait la nuit. Le silence revint. Benoît s'adossa au bureau, ses jambes flageolant. Il regarda le portrait de sa mère. Il n'y vit plus une figure éthérée, mais une femme terriblement seule, assise sur un banc de pierre avec une enfant de domestique. Une enfant qu'elle avait appelée sa joie secrète. Pourquoi? Sa voix se brisa. Il se racla la gorge, furieux de sa propre faiblesse. Pourquoi moi? Pourquoi m'épouser? Si vous saviez tout ça, c'était ça le plan? Il cherchait une encre, une trahison, quelque chose qu'il pouvait comprendre. Le plan? Elle rit. Un rire sans joie. Vous pensez que j'ai orchestré le testament de votre grand-père? Je n'ai pas vu Marthe parler de votre famille depuis 20 ans. J'ai accepté ce
mariage, pour sauver la boutique de mes parents. Vous l'avez dit vous-même, c'est un contrat. Alors pourquoi ne rien dire? La pressa-t-il, se sentant glisser. Pourquoi venir ici, me laisser vous mépriser, vous traiter? Et que vouliez-vous que je dise? S'écria-t-elle, sa colère éclatant enfin. Bonjour, monsieur le PDG arrogant. Au fait, je connaissais votre mère mieux que vous. Vous m'auriez cru, vous m'auriez jeté dehors. Je gardais ce souvenir pour moi. C'est la seule chose de valeur que j'ai jamais eue de cet endroit. C'était à moi, pas à vous. Elle s'arrêta, reprenant son souffle, les joues rouges. Je n'avais pas l'intention de vous le dire. Jamais. Mais ce soir, au gala, quand vous m'avez dit d'être un accessoire silencieux, et que votre tante m'a parlé d'elle. Et puis ici, vous trouvez ici, j'en ai eu assez. Benoît ne pouvait plus la regarder. Il regardait le journal, le Myosotis. Sa mère avait trouvé du réconfort non pas auprès de son mari puissant, ni de son fils héritier, mais auprès d'une enfant aux mains sales. Il réalisa quelque chose d'autre, une horreur froide qui s'ajoutait à la première. « Mon grand-père », dit-il d'une voix sourde. Antoine de Courcy, il savait. Ce n'était pas une question, c'était une certitude. Élodie hocha la tête, confirmant son pire cauchemar. Je ne sais pas comment, peut-être que Marthe lui a parlé il y a longtemps, ou peut-être qu'il a lu ce journal avant vous. Le piège n'était pas un mariage arrangé. Le piège était elle. Son grand-père ne l'avait pas forcé à épouser une floriste. Il l'avait forcé à épouser son propre passé. Il l'avait forcé à affronter le fantôme de sa mère. Benoît sentit la pièce tourner. L'odeur des vieux livres lui donnait la nausée. Il n'était plus le PDG impitoyable. Il était à nouveau ce garçon de 9 ans, en costume d'internat, qu'on avait forcé à être un homme le jour où on lui avait annoncé la mort de sa mère, et qui n'avait pas pleuré. Il se redressa d'un coup, repoussant le bureau. Il ne pouvait pas respirer. « Sortez !» dit-il. « Benoît, j'ai dit sortez !» hurla-t-il. Un cri de pure panique, de fureur et de douleur. « Laissez-moi seul !» Élodie le regarda. Son visage soudain vidé de sa colère, ne laissant que de la pitié. Et c'était cette pitié qui le brisa. Elle ne dit rien. Elle ramassa le journal sur le bureau, le referma doucement, replaçant le Myosotis à l'intérieur avec un soin infini. Elle le serra contre sa poitrine comme un bouclier. Puis, elle sortit de la bibliothèque, le laissant seul dans l'obscurité, avec le portrait souriant de sa mère et le silence assourdissant de la vérité. La porte de la bibliothèque se referma sur Élodie avec un clic étouffé qui résonna dans le silence comme un coup de feu. Benoît resta seul. L'odeur de la cire et du vieux papier, qu'il avait toujours trouvé suffocante, semblait maintenant l'empoisonner, s'infiltrant dans ses poumons. Il était adossé au bureau, ses mains agrippées au bois si fort que ses jointures étaient blanches. Il tremblait, non pas de froid, mais d'un choc profond, sismique, qui avait fait voler en éclats les fondations de son monde. Il leva les yeux vers le portrait de sa mère. Ce n'était plus le visage souriant et distant d'un ancêtre. C'était le visage d'une conspiratrice. Une femme qu'il n'avait jamais connue. Une femme qui avait partagé sa joie secrète avec une enfant des jardins, tandis que lui, son fils, était tenu à distance, déjà moulé pour le costume trop grand de l'héritier. L'esprit de Benoît, son atout le plus précieux, tenta de reprendre le contrôle. Il chercha une faille logique. Hypothèse 1, elle ment. Une manipulation complexe. Elle aurait trouvé le journal, appris l'existence de Marthe et bâti une histoire pour l'atteindre. Contre-argument. Le pendentif, tante Geneviève, la rose. Les détails étaient trop précis, trop réels. Et la peine dans sa voix, la pitié dans ses yeux. On ne pouvait pas feindre cela. Hypothèse 2, mon grand-père l'a manipulée. Il lui a fourni les informations, l'a payé pour jouer ce rôle. Contre-argument, la réaction d'Élodie, sa fureur, sa fierté. Cette femme ne jouait pas un rôle. Elle vivait sa propre vérité. La conclusion était inéluctable, aussi froide et dure que le marbre de son appartement. Tout était vrai. Le testament n'était pas un chantage pour l'héritage. C'était une bombe à retardement émotionnel, conçue par un vieil homme qui, de sa tombe, forçait son petit-fils à affronter les fantômes qu'il avait lui-même créés. Son grand-père, le diplomate, avait vu que son petit-fils devenait une machine.
Et il avait utilisé la seule arme capable de l'enrayer, la petite fille de la gouvernante, l'unique témoin vivant de l'humanité de Claire. Benoît sentit une vague de rage pure le submerger, une rage contre Antoine de Courcy pour cette cruauté posthume, une rage contre son père, un homme si absent qu'il n'avait jamais existé, une rage contre sa mère pour l'avoir abandonné, d'abord émotionnellement, puis physiquement, et enfin une rage impuissante contre lui-même pour avoir été si aveugle. Il quitta la bibliothèque d'un pas rapide, presque en fuyant. Il ne retourna pas dans sa chambre. Il se dirigea vers son bureau, l'autre tour, celle de verre et d'acier, à l'intérieur de son penthouse. Il alluma les écrans. Les marchés de Singapour venaient d'ouvrir. Des chiffres, verts et rouges, familiers, sûrs. Il fixa l'écran pendant 1 heure. Il ne vit rien. Les chiffres dansaient, mais son esprit était bloqué sur une image. Un banc de pierre, dans une roseraie abandonnée. Les jours suivants furent une forme de supplice feutré. L'appartement, autrefois son sanctuaire de contrôle, devint un champ de mine. Il ne la cherchait pas, mais il était intensément, douloureusement conscient de sa présence. Elle ne se cachait pas, mais elle ne le cherchait pas non plus. La dynamique de pouvoir avait été entièrement inversée. Il n'était plus le maître des lieux, et elle n'était plus l'intruse. Elle avait récupéré son histoire, et en la récupérant, elle avait pris possession de l'espace. Il l'entendait. Le matin, le bruit de son moulin à café manuel était un son doux, presque rustique, qui tranchait avec le silence électronique de sa cuisine. Il la voyait. Il avait cessé de travailler dans son bureau et s'était installé, prétextant des appels, dans le grand salon, juste pour l'observer. Elle passait ses journées sur la terrasse. Elle avait commandé, avec son propre argent, il le savait maintenant, des sacs de terreau, des treillis, des dizaines de nouveaux pots. Elle ne jardinait pas, elle construisait. Elle bâtissait un monde vivant, un rempart de chlorophylle contre le béton de sa vie. Elle était à genoux, les mains dans la terre, son tablier de lin maculé, fredonnant parfois. Elle avait sorti le ficus lirata de son pot design et l'avait rempoté dans un simple pot de terre cuite où il semblait respirer plus librement. Il la regardait travailler, et le mépris qu'il avait ressenti pour elle s'était transformé en quelque chose d'infiniment plus complexe et de plus effrayant. Ce n'était pas de l'admiration, c'était de la faim. Il avait faim de ce qu'elle savait. Il voulait savoir comment était sa mère. Pas le portrait, pas la figure tragique, Claire. Comment riait-elle? De quoi parlait-elle? Que lui avait-elle dit sur lui, Benoît? Mais il ne pouvait pas demander. L'arrogance du PDG était morte dans la bibliothèque. Demander, c'était admettre sa défaite, c'était s'agenouiller. Un soir, il la trouva dans la cuisine. Il était rentré, épuisé, non pas par le travail, mais par la guerre civile dans sa tête. Elle se préparait un dîner simple, une soupe, du pain. Elle ne mangeait jamais ce que Madame Perret lui laissait. Elle faisait sa propre cuisine. Il se tint à l'entrée, son costume semblant soudain trop rigide. Élodie, c'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Elle se tourna, une cuillère en bois à la main. Son visage était calme. La pitié avait disparu, tout comme la colère. Il ne restait qu'une distance polie, impénétrable. « Monsieur Chevalier, » répondit-elle, brisant son espoir. Il s'avança. « Nous devons parler de ce qui s'est passé, dans la bibliothèque. » Elle posa la cuillère. « Il n'y a rien à dire. Vous m'avez posé une question. Je vous ai donné la vérité. J'imagine que vous ne ferez pas cette erreur 2 fois. » Sa franchise était un coup de poing. L'ancien Benoît aurait explosé. Le nouveau ne savait que faire. « Le journal, » dit-il, sa voix plus basse. « Il est à moi !» dit-elle fermement, mais sans agressivité. C'était son cadeau, le seul que j'ai jamais accepté. Je ne veux pas vous le prendre, bafouilla-t-il, se détestant de sa faiblesse. Je veux savoir. Elle le regarda, et son regard n'était pas celui d'une floriste, mais celui d'une femme incroyablement vieille, incroyablement sage. Savoir quoi, Benoît? Dit-elle doucement. Savoir qu'elle était triste? Savoir qu'elle se sentait aussi piégée dans cette famille que moi je me sens piégé dans cet appartement? Il recula comme si elle l'avait frappé. « Ce n'est pas votre histoire, » continua-t-elle, reprenant sa cuillère. « C'était la sienne,
et la mienne. Vous, vous avez eu tout le reste. Vous avez eu le nom, l'empire, la fortune. Laissez-nous cela. » Elle se retourna vers sa soupe, signifiant la fin de la conversation. Benoît resta immobile, regardant son dos. Il avait passé sa vie à tout acquérir. Des entreprises, des propriétés, du pouvoir, et maintenant la seule chose qu'il désirait au monde, l'histoire de sa propre mère, était la seule chose qu'il ne pouvait pas acheter. Elle appartenait à sa femme. La femme qu'il avait méprisée, la femme qu'il avait achetée, la femme qui tenait maintenant son cœur brisé dans ses mains sales de terre. Après la confrontation dans la bibliothèque, une nouvelle physique s'installa dans le penthouse de la rue de l'Arbre Sec. Le vide n'était plus un simple espace entre des objets de luxe. Il était devenu un champ de force, vibrant de mots non dits et de souvenirs contestés. Benoît, l'architecte de ce vide, en était désormais le prisonnier. Élodie en était la gardienne. Il avait cessé de fuir. Il ne se réfugiait plus dans les heures interminables au bureau de la Tour Chevalier, ni dans les vidéoconférences nocturnes avec l'Asie. Il restait. Il s'asseyait dans le salon immense, l'ordinateur portable ouvert sur ses genoux, et il prétendait travailler. Mais son regard, infailliblement, dérivait, il la suivait des yeux, il était devenu un observateur, un chasseur étudiant une proie qu'il ne comprenait pas. Il apprenait le rythme de ses journées, un rythme qui était l'antithèse absolue du sien. Il la regardait, le matin, sur la terrasse, même alors que novembre glaçait l'air de Lyon. Elle s'enveloppait dans un grand châle de laine, son exemplaire de Baudelaire dans une main, son mug de café fumant dans l'autre. Elle ne lisait pas toujours. Parfois, elle restait assise là pendant 1 heure, regardant la brume se lever de la Saône, parfaitement immobile, parfaitement en paix. Une paix qui le rendait fou. Il notait les détails, comme un analyste financier noterait des anomalies de marché. La façon dont elle repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille, le fait qu'elle ne portait jamais de chaussures à l'intérieur, seulement des chaussettes épaisses, le fait qu'elle fredonnait la même mélodie, un air folklorique simple qui n'avait rien à faire sur du marbre italien. Madame Perret, la gouvernante, était déconcertée. Monsieur Chevalier était là. Il prenait ses repas à l'îlot de la cuisine, fixant le plan de travail, plutôt que de manger un plateau repas dans son bureau. Un matin, elle lui avait demandé « Monsieur désire quelque chose ?» Il avait sursauté, l'air surpris de la voir. « Non, laissez, continuez. » Il semblait perdu, un roi détrôné dans son propre château. Il était obsédé. L'histoire de sa mère, ce secret qu'elle détenait, était devenu une serrure dont elle seule avait la clé. Et cette clé, il la désirait. Il devait l'avoir. Mais son arsenal habituel était inutile. Il ne pouvait pas l'acheter. Il ne pouvait pas la menacer. Il ne pouvait pas la forcer. La révélation dans la bibliothèque lui avait ôté toutes ses armes. Il décida d'essayer une nouvelle approche. Non pas la confrontation, mais la logique, la transaction. C'était la seule langue qu'il maîtrisait. Il la trouva un après-midi sur la terrasse, qui ressemblait maintenant moins à un toit-terrasse qu'à une serre de campagne. Elle avait installé des protections d'hiver sur les bacs. Elle transplantait des bulbes, ses mains nues dans la terre froide. Il s'approcha, ses chaussures en cuir italien faisant un bruit sec sur les dalles de pierre. Elle ne leva pas les yeux. « Élodie. » « Oui. » Sa voix était neutre. « Je vous observe. Vous travaillez dur sur ces plantes. C'est ce que je fais, dit-elle. Je fais pousser les choses. » Il y avait un sous-entendu qu'il choisit d'ignorer. « Cela doit avoir un coût. La terre, les pots, les graines. Je veux vous allouer un budget, une somme mensuelle pour couvrir vos frais. » C'était une offre. Une branche d'olivier, dans son langage à lui. Un geste de paix transactionnel. Elle s'arrêta de creuser. Lentement, elle se tourna sur ses genoux pour lui faire face. Elle essuya une mèche de cheveux de son front, y laissant une trace de terre. Son regard n'était pas en colère. Il était las. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Je comprends que c'est un passe-temps coûteux, » insista-t-il, se sentant soudain maladroit. « C'est mon travail, Benoît. Ce n'est pas un passe-temps. » Elle se leva, secouant la terre de ses mains. « Et vous ne pouvez pas le financer. Je vous l'ai dit, j'utilise mon propre argent. L'argent que Maître Valois a versé pour sauver ma boutique. C'est tout ce que j'ai jamais voulu de vous ou de votre famille.
Ah, mais c'est absurde! S'énerva-t-il, la frustration reprenant le dessus. Vous êtes ici, vous vivez dans ça. Vous êtes Madame Chevalier, et vous comptez vos centimes pour acheter du terreau? Oui, dit-elle simplement. Parce que c'est à moi. Vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas mettre un prix dessus. Elle le regarda, et il vit pour la première fois que le banc de pierre de la roseraie n'était pas un souvenir. C'était une forteresse qu'elle avait construite autour d'elle. Cessez d'essayer d'acheter votre entrée, Benoît. Il n'y a pas de porte. Il la regarda, abasourdi par le refus. Personne ne lui refusait de l'argent. Alors que voulez-vous? Lança-t-il sa voix dure. Que faites-vous ici, si ce n'est pas pour l'argent? Vous vous vengez, vous vous amusez à me regarder. Il n'osa pas finir la phrase. Elle secoua la tête, un soupçon de tristesse dans ses yeux. Je ne fais rien à vous, Benoît. J'existe, j'attends. Vous attendez quoi? Que les 6 mois de ce contrat se terminent, dit-elle, et chaque mot fut un clou dans son cercueil. Pour que je puisse signer les papiers de l'héritage et ensuite les papiers du divorce. Je veux rentrer chez moi. Elle se détourna et reprit son travail, plantant ses bulbes avec une tendresse qu'elle ne lui accorderait jamais. Benoît resta immobile, le vent froid de novembre lui fouettant le visage. Rentrez chez moi. Le choc fut plus violent que celui de la bibliothèque. Il avait supposé qu'elle resterait. Il avait supposé que le luxe, le statut, le nom finirait par la séduire. Il avait supposé que le jeu, c'était de la garder. Il réalisa qu'il n'avait jamais été dans la partie. Pour elle, il n'était qu'une clause suspensive, une attente. Il se retourna et rentra à l'intérieur, non pas dans son bureau, mais dans la bibliothèque. L'odeur de cuir et de cire l'accueillit. Il ne chercha pas le journal intime. Il savait qu'elle le gardait dans sa chambre comme un trésor. Il alla vers les étagères et pour la première fois de sa vie, il ouvrit un des lourds albums de photographies de la famille Chevalier. Il tourna les pages. Son père, jeune et souriant. Son grand-père, rigide. Et puis, il la trouva. Sa mère, claire. Des photos d'elle dans le jardin, près de la roseraie. Des photos d'elle souriant à l'objectif. Un sourire triste, absent. Il chercha dans l'arrière-plan de chaque photo, cherchant une petite silhouette, une souris dans l'herbe. Il ne trouva rien. Mais il réalisa, en tenant ces images craquelées, que la seule personne vivante qui pouvait donner une voix à ces photos était en train de planter des tulipes sur sa terrasse, en comptant les jours avant de disparaître, et de prendre, avec elle, le dernier morceau vivant de sa mère. Le PDG en lui comprit soudain. Ce n'était plus une fusion-acquisition, c'était une OPA hostile contre le temps lui-même. Et il était en train de perdre. Le temps, dans le penthouse, avait acquis une nouvelle texture. Il ne s'écoulait plus en heures de réunion ou en bilan trimestriel. Il se mesurait au geste d'Élodie. Les semaines s'étaient écoulées depuis sa déclaration d'intention. « Je veux rentrer chez moi ». Et chaque jour qui passait ressemblait pour Benoît à un grain de sable s'échappant d'un sablier qu'il ne pouvait pas retourner. Nous étions en décembre. Lyon était entré dans un froid humide et mordant. La ville se préparait pour la fête des Lumières, mais dans l'appartement stérile, la seule lumière venait des lampes horticoles qu'Élodie avait installées sur la terrasse pour protéger ses plantes les plus fragiles. Benoît avait changé de tactique, car il n'avait plus de tactique. L'homme qui planifiait des OPA à 5 ans ne pouvait pas planifier les 5 prochaines minutes avec sa femme. Alors il observait, espérant trouver une brèche. Non plus pour attaquer, mais pour comprendre. Il la regardait lire Baudelaire le soir, non pas dans la bibliothèque, mais dans le salon. Elle avait conquis l'espace. Elle s'asseyait sur le tapis coûteux près de la baie vitrée, une tasse de tisane à la main, son visage absorbé par les poèmes. Il se demandait ce qu'elle y trouvait. Il avait tenté de lire le recueil. Il n'y avait vu que des mots. Il était devenu l'intrus, le fantôme. Il était l'anomalie dans le monde qu'elle avait recréé. Un soir, il la trouva de nouveau dans la cuisine. Elle préparait des étiquettes pour des semis. Elle écrivait d'une main soigneuse « Elborus niger, galanthus nivalis ». Ce sont des fleurs d'hiver, dit-il, sa propre voix le surprenant. Elle leva les yeux, surprise qu'il ait initié une conversation qui ne soit pas une confrontation. Oui, elles poussent quand tout le reste dort. Elles n'ont pas peur du froid.
Vous semblez en savoir beaucoup, dit-il, se sentant ridicule. C'était son métier, après tout. Elle haussa les épaules. On n'apprend pas les fleurs, on les écoute. Elles disent ce dont elles ont besoin. Et vous savez ce dont elles ont besoin? Elle posa son stylo et le regarda, et il comprit qu'il ne parlait plus de fleurs. Elles ont besoin de lumière, de patience, et d'être laissées tranquilles. Le message était clair. Il se retira, l'estomac noué. La rupture survint 3 jours avant Noël. L'échéance des 6 mois approchait à grands pas. Ils étaient à mi-parcours. Benoît était dans son bureau, les portes vitrées ouvertes sur le salon, prétendant analyser un dossier d'investissement à Dubaï. Il n'en lisait pas un mot. Il écoutait. Élodie était dans la cuisine. Elle était au téléphone. Sa voix était différente de celle qu'elle utilisait avec lui. Elle était chaude, pleine de rires étouffés, l'accent de Collonges remontant à la surface. « Oui, maman Marthe. Non, je t'assure, je mange assez... Oui, Lyon c'est grand, c'est gris. » Elle parlait à sa grand-mère. Benoît se figea. « Non, ne t'inquiète pas pour ça. Il est ce qu'il est. Très occupé. Nous avons un accord. » Un silence. Élodie se tourna, regardant par la fenêtre la ville illuminée. « Bien sûr que je rentre. Comment peux-tu me demander ça ?» Son rire fut cristallin. « J'ai déjà commandé les nouvelles serres pour la boutique. Elles arrivent en mars. Oui, juste après la fin. Je serai là pour le printemps, maman Marthe. Je serai là pour voir les pivoines fleurir, je te le promets. » Elle raccrocha, un sourire tendre sur les lèvres. Pour Benoît, ce fut comme si le sol de verre sous ses pieds s'était brisé. Je serai là pour le printemps. Elle ne faisait pas que le menacer. Elle le planifiait. Elle avait déjà commandé les serres. Sa vie après lui était déjà en construction. Il n'était qu'un hiver à traverser. Il se leva de son bureau. Il ne sentit pas le sol. Il traversa le salon, un automate mu par une panique pure. Elle était en train de rincer sa tasse. Elle le sentit derrière elle et se retourna. Le sourire destiné à sa grand-mère s'effaça quand elle vit son visage. « Benoît, qu'y a-t-il? Vous êtes pâle. »« Les serres, » dit-il, sa voix méconnaissable, étranglée. Elle fronça les sourcils. « Pardon? Vous avez commandé les serres. Pour Collonges. Pour le printemps. » Elle comprit qu'il avait écouté. Sa garde se leva immédiatement. Elle croisa les bras sur sa poitrine, son tablier de lin lui servant de cotte de maille. « Ma vie privée... » Ne partez pas. Le mot fut lâché. Un simple murmure, mais il atterrit au milieu de la cuisine en marbre avec le poids d'une enclume. Élodie fut si surprise qu'elle ne sut que répondre. « Quoi? Ne partez pas, » répéta-t-il, s'avançant d'un pas. Il n'était plus le PDG. Il n'y avait plus d'arrogance. Il n'y avait plus que de la détresse brute. Son armure s'était fissurée. « Benoît, le contrat est le contrat, » dit-elle, essayant de reprendre pied. « Vous aurez votre héritage, j'aurai ma boutique, c'est ce que nous... » « Je me fiche de l'héritage. » Il le cria presque, et le son le surprit lui-même. Il baissa la voix, mais l'intensité monta. « Vous croyez que c'est ça? L'argent? Les hôtels ?» Il passa une main tremblante dans ses cheveux. « Je m'en fiche. Gardez-les. Qu'ils vendent tout. » Elle le regardait comme si elle voyait un fou. « Je ne comprends pas. C'est pour ça que vous m'avez épousé. Je vous ai épousé parce que mon grand-père me l'a ordonné, » dit-il, s'approchant encore. Il était si près qu'elle pouvait sentir l'odeur de café et d'insomnie sur lui. Mais maintenant, il s'arrêta, luttant contre les mots, contre 27 ans de silence et de contrôle. « Maintenant, » reprit-il, et sa voix se brisa. « Vous ne pouvez pas partir. »« Ah, pourquoi ?» demanda-t-elle, presque agressivement, le protégeant de sa pitié. « Parce que vous l'emmenez, » murmura-t-il. « Emmène ma mère. » Il la regarda, et pour la première fois, elle ne vit pas un homme d'affaires. Elle vit le garçon de 9 ans qui n'avait pas pleuré à l'enterrement. Vous avez son journal, vous avez ses souvenirs, vous avez sa voix. C'est la seule chose qui existe encore d'elle. Et c'est à vous. Il s'adossa à l'îlot de cuisine, vaincu, toute sa puissance évaporée. « Si vous partez, » dit-il, regardant ses propres mains, comme si elles appartenaient à un étranger. « Si vous retournez à Collonges avec vos serres, vous l'emmenez. Et il ne me restera plus rien. Juste le silence, le même qu'avant. »
Il avait tout avoué, sa solitude, son vide, sa défaite. Élodie resta immobile. Elle avait passé sa vie à protéger ce souvenir de Claire, comme une braise sacrée contre les chevaliers, contre le monde froid qu'il représentait. Et maintenant, le roi de ce monde froid était à genoux devant elle, non pas pour lui prendre ce souvenir, mais parce qu'il mourait de froid sans lui. Elle avait voulu la justice pour Claire, elle avait voulu la dignité pour elle-même. Elle n'avait jamais, jamais voulu ça. Elle ne l'avait jamais vu, lui. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, pour dire qu'il n'avait pas le droit, pour dire que c'était sa douleur, pas la sienne. Mais elle regarda son visage, et elle vit la même solitude qu'elle avait vue, 27 ans plus tôt, dans les yeux de sa mère, assise sur un banc de pierre. Elle ne dit rien. Elle se détourna, attrapa le bord de l'évier et ferma les yeux, prise dans un piège que personne n'avait vu venir. La confession de Benoît resta suspendue dans la cuisine stérile, un souffle chaud de vie et de douleur dans une pièce conçue pour le froid. Il l'avait laissée là, nue et tremblante, sa peur, sa solitude, le vide béant de son enfance. Il s'était exposé d'une manière si totale, si brutale, qu'Élodie en fut physiquement ébranlée. Elle ne répondit rien. Elle ne pouvait pas. Les mots qu'il demandait, le réconfort, l'absolution, la promesse de rester, étaient des mots qu'elle n'avait pas le droit de prononcer. Elle se contenta de le regarder, et son silence fut une réponse en soi, une trêve, mais pas une reddition. Il sembla comprendre. Il n'insista pas. L'énergie qui l'avait animé, cette panique pure, le quitta d'un coup, le laissant voûté, plus âgé. Il hocha la tête pour lui-même, comme s'il s'attendait à ce refus, et se retira dans son bureau, fermant la porte pour la première fois depuis des semaines. Le Pentus plongea dans un silence d'une nature entièrement nouvelle. Ce n'était plus la coexistence froide de deux étrangers. C'était la quiétude vibrante d'une maison où un vase d'une valeur inestimable vient d'être fêlé. Chacun de leurs mouvements était calculé pour ne pas provoquer la fissure finale. Benoît changea. Le changement fut subtil d'abord, puis dévastateur. L'arrogance avait disparu, remplacée par une sorte d'attention anxieuse, presque révérencieuse. Il n'était plus le PDG. Il était un pèlerin, et elle était le sanctuaire. Il commença à lui parler. Pas de la bourse, pas du gala. Il lui posait des questions si petites, si précises, qu'elles en étaient déchirantes. De quelle couleur étaient ses yeux? La surprit-il un matin, alors qu'elle préparait son café. Il se tenait dans l'encadrement en pantalon de pyjama et t-shirt, l'air d'un fantôme dans sa propre maison. Élodie s'arrêta, le moulin à café en main. Quoi? Ma mère. Sur le portrait, ils sont bleus, mais le peintre... Verts, répondit-elle doucement. Ils étaient verts, comme les miens, mais plus clairs, comme l'eau d'un lac. Il absorba l'information avec une avidité douloureuse, hocha la tête et disparut. Il avait cessé de mépriser ce qu'elle était. Il fétichisait ce qu'elle représentait. Il la regardait jardiner sur la terrasse, non plus avec irritation, mais avec une sorte de fascination. Il y voyait, non pas Élodie Laurent, la fleuriste de Collonges, mais la joie secrète de Claire de Courcy. Pour Élodie, cette nouvelle dynamique était, à bien des égards, pire que la précédente. L'homme qui la traitait comme un accessoire de luxe était un homme qu'elle pouvait haïr. C'était simple. Mais cet homme brisé, cet homme qui la regardait comme si elle était la seule relique vivante de son passé, cet homme la terrifiait. Il ne la voyait toujours pas. Elle avait passé son enfance à être la confidente secrète, l'enfant invisible qui écoutait les chagrins d'une femme triste. Et maintenant, des années plus tard, le fils de cette femme lui demandait de jouer le même rôle. Il ne voulait pas une épouse. Il ne voulait pas elle. Il voulait un conduit vers le passé. Il voulait qu'elle soit le pont vers le fantôme de sa mère. Il lui apporta un soir le journal intime qu'elle gardait sur sa table de nuit. Il se tint devant elle, dans le salon, et le lui tendit. « Lisez-le, dit-il, sa voix basse. Je ne comprends pas. Je l'ai déjà lu. Lisez-le moi. S'il vous plaît, je veux l'entendre. » Elle sentit un frisson de panique. Elle regarda l'objet dans ses mains. Ce journal était son bouclier, son souvenir privé. Il voulait le lui prendre, le transformer en une séance de spiritisme. « Non, dit-elle. » Sa voix était ferme.
le visage de Benoît se décomposa. La supplication laissa place à une ombre de l'ancienne colère. « Pourquoi pas? C'est à moi. C'est mon histoire. »« Non, Benoît, » dit-elle, se levant pour lui faire face. Elle était fatiguée de se battre, mais sa propre survie était en jeu. C'est son histoire, et c'est la mienne. Ce n'est pas un spectacle. Je ne serai pas votre lectrice. Il ne comprenait pas son refus. Pour lui, c'était un partage. Pour elle, c'était une violation. Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas. Elle regarda Lyon, la ville qui n'avait jamais été la sienne, étinceler de lumière froide. Elle avait compris. Rester, c'était accepter de n'être qu'un fantôme au service d'un autre fantôme. Rester, c'était mourir de la même solitude que Claire, enchaînée à un homme qui ne la voyait pas, qui n'aimait en elle qu'un reflet de ses propres besoins. Elle avait pitié de lui. Elle voyait l'enfant de 9 ans, perdu et seul, mais elle ne pouvait pas être sa mère, elle ne pouvait même pas être son amie. Elle était sa femme, et c'était le seul rôle qu'il refusait de voir. Il avait dit qu'il se moquait de l'héritage, mais il ne lui avait jamais dit qu'il se souciait d'elle. Le lendemain matin, elle se leva avant lui. Elle ne fit pas de café, elle n'alla pas sur la terrasse. Elle prit son ordinateur portable, celui qu'elle utilisait pour gérer les comptes de sa boutique, et s'assit à la table de la cuisine. Elle ouvrit le site de la SNCF. Elle regarda les horaires des trains Lyon-Brive. Puis, elle ouvrit un document texte. Elle commença à taper une liste des choses à faire pour son départ. Les serres à Collonges n'étaient plus une promesse lointaine. C'était un plan d'évacuation. Le contrat stipulait 6 mois. Elle tiendrait les 6 mois. Mais son cœur, lui, venait de donner son préavis. Elle avait sauvé ses fleurs. Il était temps de se sauver elle-même. Elle voulait un amour qui la choisisse elle, pas son passé, pas ses secrets. Juste Élodie, et cet amour-là ne se trouvait pas au dernier étage de cette tour de verre. Janvier s'installa sur Lyon comme une chape de plomb. La fête des Lumières était terminée, et la ville avait repris son souffle dans un silence gris et glacial. Dans le Penthouse, l'air était devenu si raréfié qu'il semblait impossible d'y respirer. La confession de Benoît, « Si vous partez, vous l'emmenez », avait brisé l'équilibre. Il ne la méprisait plus. Il ne l'ignorait plus, il la vénérait, et c'était infiniment pire. Il la suivait d'une dévotion presque terrifiante. Il avait abandonné toute prétention de travailler depuis la maison. Il s'asseyait sur les canapés froids et la regardait s'occuper de ses plantes. Il lui apportait du café, préparé avec la cafetière à piston qu'il avait lui-même appris à utiliser, son propre breuvage de capsules restant intact. Il lui posait des questions sans fin. Aimait-elle la pluie? De quoi parliez-vous quand vous étiez dans la roseraie? Le pendentif que vous portez, c'est elle qui... Élodie répondait avec une patience lasse, se sentant de plus en plus effacée. Oui, des roses, surtout, et des livres. Non, c'était à ma mère. Elle devenait un oracle, une prêtresse d'un culte dont elle ne voulait pas, le culte de Claire Chevalier. Il ne lui demandait jamais ce qu'elle, Élodie, pensait. Il ne lui demandait pas ce qu'elle lisait dans son Baudelaire, ni pourquoi elle aimait les Hellebores. Il ne voyait en elle qu'un réceptacle de son passé perdu. Il avait faim et il la dévorait vivante, la vidant de sa propre substance pour nourrir ses fantômes. Elle avait continué ses préparatifs en secret. Elle avait confirmé la livraison des serres à Collonges. Elle avait transféré le peu d'argent qu'elle avait sur son compte local. Elle avait calculé. Le contrat de 6 mois, celui qui le liait à elle pour son héritage, se terminait le 14 mars. Nous étions fin janvier. Il restait moins de 2 mois. Elle tiendrait, mais pas ici. Le point de rupture fut d'une banalité tragique. Il faisait nuit. Une pluie glacée frappait les immenses baies vitrées. Élodie était dans sa chambre, sa vieille valise en cuir posée sur le lit. La même valise avec laquelle elle était arrivée. Elle pliait méthodiquement ses pulls en laine et son tablier de lin bleu. Elle ne fuyait pas. Elle partait. La porte de sa chambre était entr'ouverte. Il la vit. Benoît s'arrêta dans le couloir. Le sang quitta son visage, le laissant d'une pâleur de cire. Il avait l'air d'un homme qui, regardant par-dessus un précipice, vient de sentir le sol céder sous ses pieds. « Qu'est-ce que tu fais ?»
Sa voix était un souffle, si basse qu'elle était presque inaudible. L'utilisation du « tu » fut un choc pour tous les deux. Élodie ne sursauta pas. Elle s'était préparée à cette scène. Elle se retourna lentement, un pull en laine plié dans ses mains. « Je pars, Benoît. » « Partir. Où ?» Il entra dans la chambre, un territoire qu'il n'avait jamais violé. Il regarda la valise, puis elle, comme s'il ne pouvait pas connecter les deux. « Le gala de la Croix-Rouge est la semaine prochaine. J'ai dit que nous viendrions. Je n'irai pas à ce gala, dit-elle doucement, en posant le pull dans la valise. Je rentre à Collonges, demain. J'ai un billet pour le premier train. Non. Le mot fut sec, un ordre, l'ancien PDG refaisant surface par pure panique. Non, tu ne peux pas. Le contrat, l'héritage n'est pas... Je n'enfreins pas le contrat, dit-elle en se redressant, le regardant enfin dans les yeux. Sa clarté verte était sans faille, sans pitié. Le contrat stipule que nous devons être légalement mariés pendant 6 mois. Il ne stipule pas que je dois vivre dans votre appartement pendant que je m'éteins. Tu ne t'éteins pas ? Cria-t-il, s'avançant vers elle. Je fais tout ce que tu veux, Il chercha désespérément quelque chose. Regarde ! Il fouilla dans la poche de son pantalon et sortit un petit écrin de velours noir qu'il avait acheté la veille, dans un accès de désespoir transactionnel. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un collier de diamants étincelait froidement. « C'est pour toi, dit-il, la voix tremblante, pour le gala, ou juste pour toi. C'est... » Élodie regarda les pierres. Elles étaient magnifiques. Elles étaient mortes. Elles lui ressemblaient, pensa-t-elle, à ce qu'elles deviendraient si elles restaient. « Je n'en veux pas, dit-elle. Prends-le, insista-t-il. Prends tout, l'argent, la maison, les parts, je m'en fiche. Prends tout. Mais... Sa voix se brisa. Laisse-moi le journal. Reste, ne l'emmène pas. Ce fut la fin, le coup de grâce. Elle ferma la valise. Le son de la fermeture éclair qui se referme résonna dans le silence comme une sentence. « C'est donc ça, dit-elle, sa voix vidée de toute émotion. C'est un échange. L'empire chevalier contre le journal intime d'une femme morte. Non, c'est toi. » Elle le pointa du doigt, et pour la première fois, ce fut elle qui éclata. Sa force tranquille, sa patience, sa pitié, tout céda. « C'est toi, Benoît. Tu es exactement comme ton grand-père. Tu utilises les gens comme des pions. Tu m'as utilisé pour ton héritage. Et maintenant tu veux m'utiliser pour ta thérapie. » Elle s'approcha de lui, les yeux brillants de larmes de rage. « Tu m'as regardé et tu as vu un contrat. Puis tu m'as regardé et tu as vu un fantôme. » Sa voix se brisa, mais elle continua. « Tu n'as jamais, à aucun moment, regardé et vu moi. » Il recula, comme si elle l'avait frappé. « Moi ?» répéta-t-elle. « Élodie, la floriste, la femme qui t'a épousée, la femme qui est vivante. » Elle frappa sa propre poitrine avec son poing. « Je suis vivante, Benoît, et je ne vais pas mourir ici. » Elle attrapa la poignée de sa valise. « Ta mère, dit-elle, sa voix s'adoucissant en une tristesse infinie. Elle s'est éteinte dans cette famille, dans cette solitude, parce que personne ne la voyait vraiment. Il ne voyait que son nom, ou sa maladie, ou sa tristesse. Moi, je ne ferai pas la même erreur. Je ne serai pas ta Claire. » Elle le contourna. Il était pétrifié, une statue de marbre dans sa propre maison. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas parler. Il venait de comprendre. Il ne la perdait pas. Il l'avait déjà perdue, le jour où il l'avait méprisée. Elle se dirigea vers l'ascenseur privé. Élodie. Son nom fut un murmure étranglé. Elle se retourna une dernière fois, sa main sur le bouton d'appel. « Le 14 mars, dit-elle, sa voix redevenue professionnelle, je viendrai signer les papiers finaux pour l'héritage et les papiers du divorce. Faites-les préparer par Maître Valois. Attends !» Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Elle entra sans un regard en arrière. Les portes métalliques se refermèrent, le laissant seul dans le couloir. Benoît Chevalier resta immobile pendant un temps qui n'avait plus de mesure. Il entendit le léger sifflement de l'ascenseur qui descendait. Puis le silence. Un silence total, absolu, le silence qu'il avait toujours recherché. Ce n'était plus une absence de bruit, c'était une absence de vie. Il entra lentement dans le salon. Les lumières de Lyon scintillaient à ses pieds, un empire de solitude.
Il regarda vers la terrasse. Le jardin qu'elle avait construit de ses mains était là, une tache sombre de vie têtue. L'absence d'Élodie était devenue, soudainement, la seule chose réelle dans l'appartement. C'était une absence insupportable. Le silence qui suivit le départ d'Élodie fut différent de tous les silences que Benoît avait connus. Ce n'était pas le silence stérile et contrôlé qu'il avait cultivé, ni le silence pesant de la bibliothèque. C'était un silence actif, un vide bruyant qui hurlait son nom. C'était un silence qui avait une forme, une odeur et un poids. L'odeur de la terre humide, du café qu'il ne buvait pas, et du savon à la lavande qu'elle utilisait. Les portes de l'ascenseur s'étaient refermées et Benoît resta figé dans le couloir pendant 1 minute, ou peut-être 1 heure. Le temps avait perdu son sens. Il retourna dans le salon. L'appartement était un mausolée. Tout était exactement à sa place, impeccable, à l'exception d'une chose, la terrasse. Il s'approcha de la baie vitrée, le jardin d'Élodie, son bastion. C'était un chaos de vie têtue qui se rebellait contre le béton. Des élébores, des bruyères, des bulbes qui commençaient à peine à pointer le bout de leur nez, promettant un printemps qu'elle ne verrait pas ici. 1 semaine passa. Madame Perret, la gouvernante, trouva son patron méconnaissable. Il n'allait pas au bureau. Il restait assis dans le salon, en pantalon de survêtement, fixant la terrasse. Les marchés financiers, les acquisitions, les milliards d'euros, tout cela semblait se dérouler dans une autre galaxie, un spectacle de lumière sans son. Le 8e jour, il remarqua que le ficus lirata commençait à jaunir. L'une des feuilles s'était recroquevillée. Elle avait soif. Benoît, l'homme qui dirigeait un empire, se leva et se dirigea vers la cuisine. Il prit un arrosoir, un objet en zinc qu'elle avait acheté, pas un de ses gadgets design, et le remplit d'eau. Il ne savait pas quelle quantité. Il versa. L'eau déborda du pot et se répandit sur le marbre. Il jura, alla chercher une éponge. Il essuya. Puis il regarda les autres plantes. Elles aussi avaient soif. Ce fut ainsi que Benoît Chevalier commença à vivre. Février devint une routine étrange. Il se levait, non pas pour lire les indices boursiers, mais pour vérifier l'humidité de la terre. Il apprit à tailler les feuilles mortes. Il se surprit à parler aux plantes, leur posant les questions qu'il n'osait plus lui poser. « Vous avez besoin de lumière? C'est trop froid ?» Il avait sauvé le ficus, mais c'était le jardin qui était en train de le sauver. Il avait enfin compris ce qu'elle voulait dire. Elles n'ont pas peur du froid. Pendant ce temps, à Collonges-la-Rouge, Élodie était chez elle. Le grès rouge du village était un baume sur son cœur meurtri. La boutique était en désordre, mais c'était son désordre. Les serres qu'elle avait commandées étaient arrivées, et avec l'aide de quelques vieux amis du village, elle passait ses journées les mains dans sa propre terre, sous son propre ciel. Elle était libre, mais la liberté avait un goût étrange. Elle était assise le soir dans sa petite cuisine, qui sentait le bois et la soupe, et elle lisait Baudelaire. Mais l'appartement de la rue de l'Arbre Sec la hantait. Pas le marbre, ni la vue, mais le visage de cet homme, à la fin. Le visage du garçon de 9 ans, terrifié à l'idée de se retrouver seul. Elle avait emporté le journal de Claire. Elle le lisait parfois. Elle y cherchait une réponse. Mais Claire ne parlait que de solitude. Élodie, elle, voulait parler d'avenir. Le 14 mars arriva, le jour de la libération. L'étude de Maître Valois était située sur le quai Saint-Antoine, un lieu de pierre ancienne et de lois immuables. L'ambiance était tendue. Maître Valois était visiblement mal à l'aise. Benoît était arrivé le premier. Il n'était pas en costume-cravate. Il portait un simple pantalon de flanelle et un pull en cachemire sombre. Il avait l'air fatigué, mais calme. Il n'y avait plus de fureur en lui, juste une profonde gravité. Quand Élodie entra, il se leva. Elle fut frappée par son apparence. Il avait perdu le masque du PDG. Elle portait une robe simple et son vieux manteau. Elle était redevenue la floriste. Ils se regardèrent, et pour la première fois, il n'y avait plus de contrat entre eux. Juste 2 personnes. « Élodie, dit-il, d'une voix neutre. « Benoît, répondit-elle. Maître Valois se racla la gorge. « Bien, si nous pouvons procéder, tout est en ordre. » Il fit glisser un premier dossier sur le bureau en acajou.
Ceci est l'acte final de transfert. Votre mariage, monsieur Chevalier, a rempli les conditions suspensives du testament de votre grand-père. La signature de madame Chevalier aujourd'hui atteste de la validité de la période de 6 mois. Il tendit un stylo à Élodie. Elle signa sans hésitation. Il tendit le document à Benoît. Celui-ci le regarda, puis regarda Élodie. Il prit le stylo et signa. L'Empire était à lui. Son visage ne montra aucune réaction. « Parfait !» dit Valois, soulagé, en rangeant le dossier. Il prit un second dossier, plus fin. Ses yeux tombèrent sur le bureau. Et voici le second document. Comme vous l'aviez demandé, la convention de divorce par consentement mutuel. Il y eut un silence de mort dans le bureau. Les termes sont simples, poursuivit le notaire. Aucune pension compensatoire, comme vous l'avez inhabituellement insisté, madame. Juste la dissolution. Il fit glisser les papiers vers Benoît en premier. Benoît regarda les papiers. Le mot « divorce » était écrit en haut. C'était la fin. C'était la porte de sortie qu'elle avait exigée. C'était la preuve qu'il avait enfin compris. Il prit le stylo, il la regarda, et c'est là qu'il parla, non pas au notaire, mais à elle. Sa voix était basse, si basse que Valois se pencha en avant. « Tu avais raison », dit-il. Élodie retint son souffle. « J'ai regardé », continua-t-il, ses yeux gris ne quittant pas les siens. « J'ai regardé, et je n'ai vu qu'un contrat. Puis, j'ai regardé, et je n'ai vu qu'un fantôme, la relique de ma mère. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie, mais elle ne bougea pas. « Je n'ai jamais... » Sa voix se brisa, mais il la reprit. « Je n'ai jamais vu... Toi, j'ai été aveugle, j'ai été un lâche, et je te demande pardon. » Il baissa les yeux, prit le stylo, et signa la demande de divorce. Il signa sa propre solitude. Il lui rendait sa liberté. Il repoussa le document. Maître Valois, visiblement ému, fit glisser les papiers vers Élodie. Elle regarda la signature de Benoît. Il l'avait laissé partir. L'homme qui avait tout acheté, tout contrôlé, venait de tout abandonner. Il ne l'avait pas supplié de rester. Il ne l'avait pas acheté. Il lui avait demandé pardon. Elle prit le stylo. Sa main tremblait. Elle regarda Benoît, cet homme nouveau, brisé et enfin réel, qui la regardait avec une honnêteté si dévastatrice qu'elle lui coupa le souffle. Elle signa à côté de son nom. « C'est fait », dit maître Valois d'une voix étouffée. Élodie se leva. Benoît se leva aussi. Ils étaient libres. C'était fini. Elle se dirigea vers la porte. « Élodie !» l'appela-t-il sans espoir. Elle s'arrêta, la main sur la poignée, mais ne se retourna pas. « Le ficus va bien, dit-il. J'ai appris à l'arroser. » Une larme roula sur la joue d'Élodie. Elle ouvrit la porte et sortit, le laissant seul avec sa fortune et son pardon. Le printemps était arrivé à Avignon comme une aquarelle, lavant le gris de l'hiver lyonnais dans un éclat de rose, de vert tendre et d'or. L'air, au lieu de sentir le métal froid et la pierre humide, vibrait du parfum du thym, de la lavande et du pollen. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour de la signature. 3 mois depuis qu'Élodie avait quitté l'étude de maître Valois, libre, divorcée et emportant avec elle une larme pour un ficus bien arrosé. Elle avait passé ces 3 mois à renaître. Collonges-la-Rouge l'avait accueillie. Les serres étaient remontées. Sa petite boutique, le jardin d'Élodie, avait recommencé à fleurir, tout comme elle. Aujourd'hui, elle n'était pas dans sa boutique. Elle se tenait sur une petite estrade dans les jardins du Palais des Papes, au cœur de l'exposition Flora d'Avignon. C'était l'événement horticole le plus prestigieux de la région. Elle n'était pas venue en tant que Madame Chevalier, ni même en tant que simple floriste. Elle était là en tant que conceptrice. Devant elle, une petite foule d'enthousiastes, de journalistes et de botanistes écoutait captivée. Élodie, dans une simple robe de lin blanc, les cheveux relevés, son pendentif en argent brillant doucement à son cou, n'avait plus rien de la souris invisible. Elle était lumineuse. « Le jardin des dames oubliées », disait-elle, sa voix claire portant dans l'air doux du matin, n'est pas seulement un projet horticole, c'est un acte de mémoire. C'est un jardin conçu pour célébrer les femmes que l'histoire a laissées dans l'ombre, les mères, les confidentes, les jardinières.
celles qui, comme les myosotis, ont fleuri dans le secret sans jamais demander la lumière. Elle parlait d'elle, mais elle parlait d'elle-même. Elle parlait de Claire, elle parlait de Marthe. Quand elle eut terminé, les applaudissements furent chaleureux, sincères. Des gens se pressèrent pour lui poser des questions, pour la féliciter. Elle sourit, répondit, remercia. Il attendit. Il se tenait au fond de la petite foule, sous l'ombre d'un cyprès, depuis le début de sa présentation. Il n'était pas en costume. Il portait un pantalon de toile et une chemise de lin, les manches retroussées. Il avait l'air d'un homme qui avait passé les 3 derniers mois à travailler de ses mains, et non à signer des contrats. Il avait l'air de l'homme qu'il était devenu. Benoît attendit que la foule se disperse, qu'elle se retrouve seule un instant, regardant le plan de son projet de jardin affiché sur un chevalet. Il s'approcha, ses pas faisant un bruit sourd sur l'allée de gravier. « Elle n'avait pas peur du froid, dit-il doucement. Élodie se figea. Cette voix. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Elle ferma les yeux une seconde, cherchant son souffle. Lentement, elle se retourna. Il était là, à quelques mètres. Il ne ressemblait plus au PDG ni au garçon perdu. Il ressemblait à un homme. « Benoît, dit-elle, son cœur battant à tout rompre. « Que faites-vous ici ?»« Votre présentation était magnifique, dit-il, sans essayer de combler la distance entre eux. Il respectait son espace. Un jardin pour les dames oubliées. C'est un projet qui me tient à cœur, dit-elle, sur la défensive. Je le sais, dit-il. Il fit un pas de côté et regarda le plan avec elle. Il vous manque quelque chose, cependant. Son estomac se serra. Les financements sont difficiles. Non, dit-il. L'emplacement. Vous avez besoin d'un lieu qui a une âme, un lieu qui a besoin d'être réveillé. Elle le regarda, méfiante. Que voulez-vous dire? Il se tourna vers elle, et ses yeux gris acier n'étaient plus froids. Ils étaient emplis d'une clarté terrible et douce. Le château Chevalier, dit-il. Pas la tour de Lyon, l'ancien domaine, celui où vous avez grandi. Celui où elle... Je sais de quel endroit vous parlez, coupa-t-elle, sa voix tremblant. J'y suis allé, continua Benoît. Après votre départ, pour la première fois depuis l'enterrement de ma mère, il est abandonné. Les ronces ont tout envahi, sauf une chose. La roseraie, souffla-t-elle. La roseraie, confirma-t-il. Les rosiers sauvages se battent encore. J'ai fait don du domaine, la semaine dernière, à une fondation locale. Élodie sentit ses genoux se dérober. Donnez, vous... Il ne m'appartenait pas, dit-il. Il n'a jamais été à moi, il était à elle, et à vous. La Fondation a reçu pour instruction de mettre le terrain à la disposition exclusive de votre projet. Le jardin des dames oubliées a une maison, Élodie. Si vous l'acceptez, elle le dévisagea, les larmes brouillant sa vue. Il n'avait pas acheté le terrain pour elle, il n'avait pas fait un geste transactionnel. Il avait rendu ce qui était perdu. Il avait honoré la mémoire de sa mère de la seule façon qui comptait, en la partageant. Benoît, pourquoi? Il fit enfin le dernier pas qui les séparait. Il se tint si près qu'elle pouvait sentir l'odeur du soleil sur sa peau. Il n'essaya pas de la toucher. Quand tu es parti, dit-il, sa voix passant au tu, une intimité qu'il n'avait jamais gagnée auparavant. J'ai cru que mon monde s'effondrait parce que tu emmenais avec toi le dernier souvenir vivant de ma mère. J'avais tort. Il attendit qu'elle lève les yeux vers lui. Mon monde s'effondrait parce que tu partais. Élodie. Il plongea son regard dans le sien. J'ai passé les 3 derniers mois à m'occuper de tes plantes, de chaque feuille. J'ai sauvé le ficus. J'ai arrosé les élébores. Je l'ai fait non pas pour le fantôme de ma mère, mais pour toi. Pour garder quelque chose de toi vivant dans cet appartement mort. J'ai appris à écouter. Il prit une profonde inspiration, lui offrant son cœur, nu et exposé. J'ai été aveugle, arrogant et stupide. Je ne suis pas venu pour te demander de me pardonner. Je suis venu pour te dire que je t'aime. Pas la fille du jardin, pas la confidente de ma mère, pas ma femme sous contrat. Je t'aime, toi, Élodie Laurent. La femme qui fait pousser des choses quand tout le reste dort. Et je t'aime assez pour te laisser partir, si c'est ce que tu veux. Le jardin est à toi, quoi qu'il arrive. Le silence tomba entre eux, dense et chaud, rempli de tout ce qui avait été brisé et de tout ce qui pouvait être reconstruit.
Élodie pleurait, mais ce n'étaient pas les larmes de rage de lion, ni les larmes de tristesse de Collonges, c'étaient des larmes de libération. L'homme qui avait tout venait de tout lui offrir, sans rien demander en retour. Elle regarda cet homme nouveau, le jardinier de son jardin abandonné, et elle vit enfin l'homme que sa mère avait peut-être rêvé qu'il devienne. Elle ne dit rien. Lentement, elle leva sa main, pas pour essuyer ses larmes, mais pour la tendre vers lui, la paume ouverte, couverte de la poussière de la craie de son estrade. Benoît la regarda, puis il leva sa propre main. Une main qui avait signé des milliards et qui avait maintenant de la terre sous les ongles, et la posa dans la sienne. Leurs doigts se refermèrent. Ce n'était pas la fin d'un contrat. C'était le début d'un jardin. « Commençons par la roseraie », murmura-t-elle. Il lui sourit, et pour la première fois, il était vraiment chez lui.